Je n'ai pas assez. La voix de Jimi Henderson était neutre, presque embarrassée, en tapotant les poches de son gilet en cuir. Je n'ai pas mon portefeuille. La main du gérant se tendait déjà vers le téléphone. Alors j'appelle les flics, tout de suite. Emily Carter n'a même pas levé les yeux de ses copies en le disant. Mettez ça sur ma carte. Personne dans ce restaurant. Ni le gérant, ni le cuisinier qui regardait par la fenêtre de la cuisine. Pas même Jimmy lui-même. Personne n'a compris que cette simple phrase allait faire venir 180 motos devant un lycée le lendemain matin. Si vous suivez cette histoire ce soir, faites-moi une faveur. Écrivez le nom de la ville d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et je lis absolument chacun de vos commentaires. Maintenant, si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur le bouton d'abonnement, car ce qui va suivre va vous marquer pour très, très longtemps. Entrons dans le vif du sujet. Le restaurant s'appelait le Pops. Et à 11h40, un mardi soir, il était si vide que chaque son paraissait trop fort. Le bourdonnement des néons au plafond, le vrombissement du réfrigérateur près de la caisse, le grattement d'un stylo rouge sur du papier. Emily Carter était assise dans la banquette du coin, celle sous l'ampoule vacillante que personne n'avait pris la peine de réparer depuis 2 ans. Devant elle, il y avait une pile de dissertations d'histoire de première année et une tasse de café qui avait refroidi depuis 1 heure. Elle avait 34 ans et elle s'en sentait 50. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon qui avait cessé d'être soigné vers 6 heures du soir. Son gilet avait une tache de café sur la manchette qu'elle n'avait pas encore remarquée. Elle ne corrigeait pas ses copies par plaisir. Elle les corrigeait parce que si elle rentrait chez elle, elle resterait assise dans son appartement. Elle fixerait la pile de factures sur le comptoir de la cuisine. Et c'était pire que l'encre rouge et les phrases à rallonge. La cloche au-dessus de la porte a tinté. Emily n'a pas levé les yeux. Les gens allaient et venaient du Pops toute la nuit. Des camionneurs, pour la plupart, et quelques insomniaques occasionnels. Elle était à la 3e phrase d'un paragraphe sur le compromis du Missouri quand elle a entendu la banquette de l'autre côté de l'allée s'affaisser sous un poids. Un vrai poids. Le genre de poids qui faisait gémir les sièges en vinyle comme s'il déposait une plainte. C'est là qu'elle a regardé. L'homme remplissait toute la banquette. Il devait mesurer 1,90 m, peut-être plus. Ses épaules étaient si larges qu'il a dû se mettre de côté juste pour pouvoir s'installer. Ses bras étaient recouverts de tatouages, de l'encre bleu-vert délavée qui racontait des histoires qu'Emily ne pouvait pas lire de l'autre côté de la pièce. Sa barbe était grise et taillée de près. Ses cheveux étaient plaqués en arrière et rentrés sous un bonnet en cuir usé. Le gilet qu'il portait sur un t-shirt noir avait des écussons. Et même à 6 mètres de distance, Emily pouvait lire le grand écusson dans son dos. Hell's Angels. Elle sentit son estomac se nouer, comme toujours avec ce genre d'homme. Pas parce qu'elle avait déjà eu des problèmes avec des motards en particulier, mais parce qu'elle avait eu des problèmes avec les hommes qui occupent l'espace comme s'il leur appartenait. Et cet homme occupait l'espace comme si le monde entier était déjà à lui. La serveuse, une femme fatiguée nommée Donna, qui travaillait de nuit au Pops depuis plus longtemps qu'Emily n'était enseignante, s'est approchée de sa table. Elle affichait une sorte de gaieté forcée, fruit de 20 ans de service à la clientèle. « Qu'est-ce que je vous sers, mon grand? Ce que vous avez de plus gros, » dit l'homme. Sa voix était basse, rauque, comme du gravier traîné sur du béton. Burger, frites, la totale. Et un café noir. Ça marche. Emily est retournée à ses copies. Elle se disait qu'elle ne le regardait pas, mais elle le faisait. De la même manière qu'on surveille un nuage d'orage à l'horizon, même quand on est presque sûr qu'il se dirige dans l'autre direction. 20 minutes plus tard, la nourriture est arrivée. Il a mangé comme un homme qui n'avait pas mangé de la journée, méthodique et silencieux. Ses yeux dérivaient parfois vers la fenêtre, vers le parking, vers la rue sombre au-delà. Emily a remarqué qu'il ne se détendait jamais complètement, même en mangeant un hamburger à minuit. Une partie de lui surveillait les sorties. Elle est retournée à ses dissertations. Un élève nommé Marcus avait écrit 3 pages sur la guerre de sécession sans mentionner une seule fois l'esclavage. Et elle est restée là, son stylo en suspens. Elle essayait de trouver comment écrire un commentaire qui n'anéantirait pas la confiance d'un jeune de 16 ans, tout en lui disant la vérité, qu'il était passé à côté de l'essentiel. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu la voix du gérant s'élever. « Excusez-moi. » Le gérant, un homme mince et dégarni nommé Carl, qu'Emily avait vu une 12aine de fois et jamais apprécié, se tenait à la table du motard, les bras croisés. « Monsieur, l'addition. » Le grand homme tapotait son gilet, puis son jean, puis de nouveau son gilet. Comme si le portefeuille allait peut-être se matérialiser au 2e passage. « Je n'ai pas assez, » dit-il. Sa voix était neutre, presque embarrassée. « Je n'ai pas mon portefeuille. » Le visage de Carl est passé de l'agacement à quelque chose de plus dur. « Alors j'appelle les flics. Tout de suite. »« Monsieur, donnez-moi juste 1 minute. Je peux. » « J'ai déjà entendu ça, monsieur. » Carl se dirigeait déjà vers la caisse, sa main se tendant vers le téléphone fixé au mur. « Vous, les gens, vous entrez ici, vous mangez. » Et puis soudain, il n'y a plus de portefeuille. « Je ne vais pas jouer à ça ce soir. »« Vous, les gens. » Emily sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine à ces 2 mots. La mâchoire du motard se contracta. Ses mains, qui reposaient à plat sur la table, se sont légèrement crispées. Pas tout à fait des points, mais presque. « Je ne vais pas partir sans payer. J'habite à 20 minutes d'ici. Laissez-moi laisser ma moto en garantie. Laissez-moi appeler quelqu'un. Je suis solvable. Bien sûr que vous l'êtes. » La main de Carl était maintenant sur le téléphone. Le 911 est très rapide par ici. Vous savez ça? L'atmosphère dans le restaurant a changé. Emily l'a senti,
comme on sent une chute de pression barométrique avant un orage. Donna avait reculé contre le comptoir, les yeux écarquillés. Le cuisinier était apparu à la fenêtre de la cuisine. Il s'essuyait nerveusement les mains sur une serviette. Le motard n'avait pas bougé, n'avait pas haussé la voix, n'avait rien fait de menaçant. Et pourtant, toute la pièce semblait retenir son souffle, attendant de voir si cela se terminerait par des menottes, ou pire. Émilie avait passé 11 ans dans des salles de classe à regarder la tension monter entre des adolescents juste avant qu'une bagarre n'éclate. Elle connaissait les signes, le calme qui n'était pas de la sérénité, mais du contrôle. La façon dont la voix de Carl était devenue plus aiguë, plus nerveuse, masquant la peur par l'agressivité. La façon dont les yeux du motard étaient devenus neutres et prudents. Un homme calculant exactement à quel point la situation pouvait mal tourner et décidant pour l'instant d'absorber l'insulte plutôt que d'y répondre. Elle a pensé à la dissertation de Marcus, sur l'esclavage, sur l'histoire, sur la facilité avec laquelle on peut regarder une injustice se produire au ralenti et se dire que ce n'est pas notre problème. Elle a pensé à toutes les fois dans sa vie où quelqu'un l'avait regardée et avait décidé qui elle était avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Trop jeune pour être prise au sérieux comme enseignante. Trop douce pour gérer une classe pleine de jeunes de gang. Trop fauchée pour compter. Elle s'est levée. Carl. Sa voix l'a surprise par sa fermeté. C'est combien? L'addition? Carl la regarda comme si elle avait parlé une langue étrangère. Emily, ce n'est pas votre. Combien? 18,50 $, dit doucement Donna de derrière le comptoir, désireuse de désamorcer tout ce qui pourrait entraîner des assiettes cassées. Emily sortait déjà son portefeuille de son sac. Elle avait exactement 41 $ pour tenir jusqu'à sa paye de vendredi. Elle a posé un billet de 20 sur le comptoir. « Gardez la monnaie pour le pourboire de Donna », dit-elle. Le restaurant est devenu silencieux, mais d'une manière différente maintenant. La bouche de Carl s'ouvrit et se referma. Le motard se tourna dans sa banquette, lentement, délibérément, et regarda Emily pour la première fois. De près, ses yeux n'étaient pas ce à quoi elle s'attendait. Elle s'était attendue à des yeux durs, méchants, peut-être ivres. Au lieu de cela, elle y a trouvé quelque chose de fatigué. Quelque chose qui ressemblait presque à l'épuisement qu'elle voyait dans son propre miroir de salle de bain chaque matin. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-il. Je sais. » Emily a refermé son sac. « Je ne le fais pas pour vous. Je le fais parce elle a fait un signe de tête vers Carl sans le regarder. Était à 30 secondes de rendre une mauvaise soirée bien pire, sans aucune raison. Carl balbutia. « Attendez un peu. J'étais juste. Vous étiez sur le point d'appeler la police pour un homme qui avait oublié son portefeuille, » dit Emily. Et quelque chose dans sa voix avait le ton d'une enseignante maintenant. Le même ton qu'elle utilisait pour mettre fin à une bagarre dans un couloir. « Ce n'est pas un crime, Carl. C'est juste un mardi. » Le motard la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Quelque chose de compliqué se passait derrière ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à de la surprise luttant avec de la méfiance. Comme un homme essayant de comprendre l'angle, de trouver le piège et réalisant lentement qu'il n'y en avait pas. « Comment vous vous appelez? » demanda-t-il. Emily hésita. Un vieil instinct, une voix résiduelle de chaque séminaire sur la sécurité auquel elle avait assisté, lui disait de ne pas le donner. Mais elle était fatiguée et il était minuit. Et elle avait encore 40 dissertations à corriger et un loyer à payer dans 9 jours. Et rien de tout cela n'importait plus que le simple fait qu'elle venait de faire quelque chose de juste. « Emily, dit-elle. Emily Carter. » Il hocha lentement la tête, comme s'il classait cette information quelque part de permanent. « Jimmy Henderson. » « Eh bien, Jimmy Henderson, mangez vos frites avant qu'elles ne refroidissent. » Elle se glissa de nouveau dans sa banquette et reprit son stylo comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé. Carl se tenait figé près de la caisse, son ego trop meurtri pour s'excuser, trop embarrassé pour continuer à discuter. Donna adressa à Emily un petit sourire reconnaissant de l'autre côté de la pièce. Et Jimmy Henderson resta très immobile dans sa banquette. Il observait la femme blonde au gilet taché de café retourner à la correction de ses copies, comme si elle n'avait pas fait quelque chose qui, dans son monde à lui, n'était pas anodin du tout. Dans le monde de Jimmy, les dettes étaient sacrées. On n'oubliait pas qui vous avait aidé quand vous étiez à terre. On n'oubliait pas qui s'était interposé entre vous et les ennuis sans raison. Sauf que c'était la bonne chose à faire. Il a fini ses frites lentement. Il a bu son café plus lentement encore. Il a observé Emily Carter pendant près de 20 minutes de plus. Il l'a regardée entourer des phrases. Il l'a regardée se frotter les yeux quand elle pensait que personne ne la voyait. Il a observé l'épuisement particulier de quelqu'un qui porte plus de poids qu'il ne le laisse paraître. Quand il s'est finalement levé pour partir, il s'est arrêté à côté de sa banquette. Emily a levé les yeux. « Merci », dit-il. 2 mots. Sans fioriture, sans charme, rien de théâtral, de rien. Elle a presque souri. « Rentrez bien ». Il a hoché la tête une fois, puis il est sorti sur le parking. Un instant plus tard, Emily a entendu le tonnerre inimitable d'un moteur de moto rugir, le son faisant vibrer les fenêtres du restaurant avant de s'évanouir dans la nuit. Elle n'y a pas beaucoup plus pensé. Elle a fini la dissertation de Marcus, a écrit un commentaire sur les sources primaires et la perspective qui lui a pris 10 minutes à bien formuler. Et elle a rangé ses affaires un peu après 1 heure du matin. Elle n'avait aucune idée, en sortant vers sa Honda vieille de 7 ans sur le parking vide, que l'homme qu'elle venait d'aider n'oubliait pas la gentillesse. Il la percevait comme une dette à payer.
et Jimmy Henderson payait toujours ses dettes. Le lycée Roosevelt se trouvait dans l'est d'une ville qui avait cessé de prétendre qu'elle pouvait se réparer. Le bâtiment avait été beau autrefois, il y a 80 ans, avec sa façade en briques, ses hautes fenêtres et un clocher qui ne sonnait plus. Parce qu'un gamin avait cassé le mécanisme en 2019 et que le district n'avait jamais eu l'argent pour le réparer. Emily est arrivée sur le parking du personnel à 7h15 le lendemain matin. Elle avait les yeux qui piquaient après 4 heures de sommeil. Une barre de céréales lui servait de petit déjeuner, car c'était tout ce pourquoi elle avait eu le temps. Elle enseignait l'histoire américaine à Roosevelt depuis 6 ans. Elle l'avait vu passer de difficile à survivant, puis à quelque chose de plus proche d'une zone de guerre avec une sonnerie d'école. Les détecteurs de métaux à l'entrée principale avaient été installés sa 2e année. Le gardien de sécurité, un homme costaud nommé Reggie, qu'Emily appréciait sincèrement, lui fit un signe de tête fatigué alors qu'elle entrait. « Bonjour, mademoiselle Carter. »« Bonjour, Reggie. Calme jusqu'à présent? » Les yeux de Reggie se sont tournés vers le couloir est, vers le groupe de garçons en bandana rouge qui traînaient près des casiers, et Emily a parfaitement compris son silence. Le calme était relatif au lycée Roosevelt. Les East Side Kings opéraient dans et autour de l'école depuis près de 3 ans maintenant. Ce qui avait commencé comme une poignée de grands frères et de cousins faisant de petits trafics au coin de la rue s'était métastasé. C'était devenu quelque chose qui contrôlait des couloirs entiers, extorquait l'argent du déjeuner des nouveaux, et s'assurait que tout le monde, élèves, enseignants, le directeur lui-même, comprenait qu'il dirigeait vraiment le bâtiment entre 8h et 3h. Emily se dirigea vers sa salle de classe, la salle 214. Elle y trouva Tyler Brooks qui l'attendait déjà devant sa porte, recroquevillé contre le mur. Un bleu frais s'épanouissait sous son œil gauche. « Tyler !» La voix d'Emily s'adoucit immédiatement, la voix de l'enseignante s'effaçant pour laisser place à celle d'une tante inquiète. Que s'est-il passé? Rien. Il ne la regardait pas. Il avait 15 ans, était maigre. Le genre de gamin qui portait 3 livres de bibliothèque différents à la fois parce que la lecture était le seul endroit où il se sentait en sécurité. « Je suis tombé. Tyler, je suis tombé. Mademoiselle Carter. » Ses yeux ont finalement rencontré les siens, et il y avait un avertissement dedans. Un plaidoyer, en fait. Ne rendez pas les choses pires, s'il vous plaît. Emily avait fait ce chemin assez de fois pour savoir que si on pousse trop fort, on les perd complètement. Elle a déverrouillé sa porte à la place. « Viens t'asseoir ici jusqu'à ce que la cloche sonne. J'ai de la glace dans mon bureau. » Elle avait toujours de la glace dans son bureau. Une petite glacière réapprovisionnée chaque semaine. Parce qu'au lycée Roosevelt, un enseignant qui ne gardait pas de trousse de premier secours à portée de main était un enseignant qui ne faisait pas attention. Tyler s'est assis au premier bureau, pressant la poche de glace sur sa joue pendant qu'Emily se préparait pour la première heure. « C'était les Kings? » demanda-t-elle doucement, sans le regarder, lui accordant la dignité de ne pas avoir à la regarder en face pour répondre à la question. Un long silence, puis à peine audible. « Ils veulent que je transporte quelque chose dans mon sac à dos entre les cours. » La main d'Emily s'immobilisa sur son bureau. « Transporter quoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. » J'ai dit non. « Et Marcus? Pas votre Marcus. L'autre, le cousin de Deshawn. Il a dit que je le regretterais. » La voix de Tyler se brisa légèrement. Je l'ai regretté. Emily s'accroupit pour être à nouveau à son niveau. « Tyler, écoute-moi. Tu as bien fait de dire non. Tu m'entends? Monsieur Patterson a dit de ne pas s'impliquer dans les affaires de gang. » La voix de Tyler portait une amertume trop vieille pour un garçon de 15 ans. Il a dit que ça dépassait ses compétences. Le directeur Patterson. Bien sûr qu'il l'avait dit. Emily avait entendu une version de cette phrase dans 3 réunions du personnel différentes cette année seulement. Le district avait supprimé 2 postes de sécurité pour des raisons budgétaires au printemps dernier, juste au moment où les East Side Kings avaient étendu leur territoire à l'intérieur du bâtiment. Personne à la direction ne voulait appeler les choses par leur nom. Une école lentement livrée à des gens qui n'avaient rien à y faire. « Je vais parler à quelqu'un, » dit Emily. « Non! » Les yeux de Tyler s'écarquillèrent de peur réelle maintenant. « S'il vous plaît, ne dites pas que ça vient de moi. Je n'utiliserai pas ton nom. Je te le promets. » Emily se leva, lissant sa jupe. Elle ressentait le cocktail familier de rage et d'impuissance qui était devenu aussi routinier pour ses matinées que le café. Garde juste cette glace dessus. Et Tyler, si quelqu'un te demande de transporter quoi que ce soit à nouveau, tu viens me trouver d'abord. Pas après. Avant. La cloche a sonné. Tyler s'est glissé dans le couloir juste au moment où la première vague d'élèves commençait à affluer. Bruyants, fatigués et adolescents, complètement inconscients que leur professeur d'histoire venait de passer les 6 dernières minutes à essayer d'empêcher l'un d'entre eux de se noyer. À la 3e heure, la journée avait déjà usé Emily jusqu'à la corde. Elle était à mi-chemin d'un cours sur l'ère de la reconstruction quand elle a entendu des cris dans le couloir. Le rythme inimitable d'une bagarre qui se préparait. Le claquement des baskets, le cœur montant des hauts, d'une foule de téléphones déjà en train de filmer. « Restez à vos places », dit Emily à sa classe. Elle est sortie dans le couloir avant d'avoir pleinement décidé de le faire. 2 garçons se tournaient autour près des casiers. Mais ce n'était pas vraiment une bagarre. Pas encore. L'un était un affilié des Kings, le genre de gamin qu'Emily reconnaissait à sa démarche avant même de voir son visage. L'autre était plus petit, un élève de seconde nommé Aaron, qu'Emily avait eu l'année précédente. Il était adossé au casier, les mains levées en signe de défense. « Donne-moi le sac », disait le gamin des Kings, d'une voix basse et méchante. « C'est la dernière fois que je demande. » Emily s'est interposée directement entre eux.
C'était plus un instinct qu'une stratégie. Le même instinct qui l'avait fait se lever dans une banquette de restaurant 12 heures plus tôt. Le cours est en session, dit-elle, sa voix portant l'autorité particulière qu'elle avait mis 11 ans à construire. Vos noms, à tous les deux, maintenant. Mademoiselle Carter, ce ne sont pas vos affaires. Les yeux du garçon étaient durs, jouant la dureté pour la petite foule qui s'était rassemblée. C'est devenu mes affaires au moment où c'est arrivé dans mon couloir. Elle n'a pas bougé. Son cœur battait la chamade, mais elle avait appris il y a longtemps que montrer sa peur à un adolescent jouant la domination ne faisait qu'empirer les choses. Vous pouvez partir maintenant, ou je peux vous accompagner moi-même au bureau de M. Patterson. C'est votre choix. Un long silence. La foule regardait. Les téléphones restaient levés, enregistrant. Le garçon a craché près de ses pieds, pas sur elle, près d'elle. Une insulte calculée qui s'arrêtait juste avant d'être une véritable offense. Et il s'est éloigné en marmonnant quelque chose qu'Emily a choisi de ne pas entendre clairement. Aaron a expiré comme s'il avait retenu son souffle pendant 1 heure. « Merci, mademoiselle Carter », a-t-il murmuré. « Va en cours, Aaron ». Sa voix était stable, mais ses mains tremblaient alors qu'elle retournait dans sa classe. Et elle les a pressées à plat contre ses cuisses pour que ses élèves ne le voient pas. C'était ça, le lycée Roosevelt. C'était tous les jours. Et chaque jour, Emily Carter y retournait quand même, parce que quelqu'un devait le faire. Et de plus en plus, elle avait l'impression d'être la seule à y croire encore. Cet après-midi-là, dans le bureau de la direction, elle a finalement coincé le directeur Patterson entre une 2e et une 3e réunion de la journée. « Nous avons besoin de plus de sécurité », dit-elle sans préambule. « J'ai eu un gamin avec un œil au beurre noir ce matin. On le presse de faire passer quelque chose dans le bâtiment. J'ai interrompu une tentative d'extorsion dans le couloir pendant la 3e heure. Ça dégénère. Et si nous ne faisons rien? » Patterson a levé la main. Le geste universel d'un homme qui avait déjà décidé que la conversation était terminée avant même d'avoir commencé. « Je vous entends. Vraiment. Mais le district a réduit notre budget de sécurité de 11% l'année dernière. Je n'ai pas le personnel. Je n'ai pas les fonds. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous appeliez la police. Je veux que vous appeliez le district. Je veux que vous fassiez autre chose que d'espérer que ça passe. Vous croyez que je n'ai pas appelé la police? » La voix de Patterson avait une pointe d'épuisement qui faisait écho à la sienne. « Vous croyez que c'est une nouvelle pour quelqu'un? Les Kings opèrent à 3 rues d'ici depuis des années. Les flics le savent. Le district le sait. Personne n'a les ressources ou la volonté politique de vraiment régler le problème. Emily, nous sommes une école publique dans un quartier où personne de puissant ne vit. C'est toute l'équation. Alors, on laisse faire. On y survit. C'est différent. » Il s'est frotté les yeux. « Je sais que ce n'est pas la réponse que vous voulez. Ce n'est pas non plus la réponse que je veux. Mais j'ai 200 membres du personnel et 1200 enfants. Et un budget qui couvre environ 60% de ce dont nous avons réellement besoin. Je fais ce que je peux. » Emily a quitté son bureau la mâchoire serrée, la même fureur impuissante qu'elle ramenait chez elle la plupart des soirs. Le genre qui la faisait fixer le plafond à 2 heures du matin, se demandant pourquoi elle n'avait pas choisi littéralement n'importe quelle autre profession. Elle ne savait pas, en marchant vers sa voiture ce soir-là, épuisée et vaincue de la manière particulière dont seule une enseignante à la fin d'une longue journée peut l'être, que 12 heures plus tôt, elle avait mis en mouvement quelque chose qu'aucune coupe budgétaire du district ou lâcheté administrative ne pourrait arrêter. Elle ne savait pas que Jimmy Henderson avait déjà commencé à passer des appels. Jimmy est rentré chez lui cette nuit-là avec le nom d'Emily Carter posé dans sa poitrine comme un charbon ardent qui ne voulait pas s'éteindre. Il est arrivé au Clubhouse un peu après 1 heure du matin. C'était un entrepôt reconverti dans la zone industrielle de la ville, avec une clôture en grillage, des lumières à détecteur de mouvement et 40 motos garées en rangée impeccable à l'extérieur. À l'intérieur, l'endroit sentait l'huile de moteur, la fumée de cigarettes et le vieux cuir. Le bar dans le coin servait encore la poignée de frères qui n'avaient pas encore décidé de rentrer. Big Earl, le sergent d'armes du chapitre, un homme encore plus grand que Jimmy avec une barbe jusqu'à la poitrine, a levé les yeux de sa bière. « Tu rentres tard. » J'ai été retenu. Jimmy a tiré un tabouret et s'est assis. J'ai oublié mon portefeuille dans un restaurant. Earl a haussé un sourcil. « Hey? » Et une femme a payé mon addition. Jimmy a fixé le comptoir du bar un long moment. Une prof. Épuisée, on aurait dit qu'elle n'avait pas bien dormi depuis 1 an. Le gérant était sur le point d'appeler les flics pour 40 $ oubliés. Elle s'est juste levée et a payé. Elle n'a rien demandé en retour. Elle ne voulait même pas mon nom au début. Earl a posé sa bière lentement. Il roulait avec Jimmy depuis près de 20 ans. Il connaissait ce ton particulier dans la voix de son frère. Celui qui signifiait que quelque chose s'était logé profondément et ne voulait plus partir. « Tu as un nom? » Emily Carter. Jimmy sortait déjà son téléphone. Elle enseigne au lycée Roosevelt, dans l'East Side. « Roosevelt? » Earl a sifflé doucement. C'est le territoire des Kings. Toute l'école est pratiquement à eux à ce stade, d'après ce que j'entends. Ouais. La mâchoire de Jimmy s'est crispée. C'est ce que je suis en train de découvrir. Il a passé les 2 heures suivantes sur son téléphone. Silencieusement, méthodiquement, comme Jimmy faisait tout. Il avait un cousin qui travaillait à la répartition de la ville et qui lui devait une faveur. Il avait un prospect dont la sœur avait obtenu son diplôme de Roosevelt 2 ans auparavant. À 2 heures du matin, Jimmy Henderson en savait plus sur Emily Carter qu'elle n'aurait probablement été à l'aise de savoir. Il savait qu'elle enseignait depuis 11 ans. Il savait qu'elle vivait seule dans un appartement d'une chambre au 5e. Il savait que son salaire était un document public, et cela l'a mis plus en colère qu'il ne s'y attendait de voir exactement le peu que ce pays payait les gens qui passaient chaque jour à se tenir entre les enfants et le chaos.
Il savait pour les East Side Kings. Il savait pour l'extorsion, l'intimidation, la pourriture lente qui rongeait un bâtiment plein de gamins qui n'avaient rien fait pour mériter ça. Et il savait, avec le genre de certitude qui avait guidé chaque décision importante de ses 30 ans avec le club, que ce n'était pas quelque chose que l'argent pouvait réparer. Big Earl l'a trouvé toujours assis au bar à 3 heures du matin, le téléphone éteint maintenant, fixant le vide. « Tu es silencieux », dit Earl. « Je pense à la prof. » Aux dettes. Jimmy a tourné la tasse de café vide dans ses mains. « Tu sais ce qu'elle a fait ce soir, Earl? » Elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Ça ne lui importait pas. Elle a vu quelqu'un sur le point de se faire écraser pour une bêtise et elle est intervenue, sans réfléchir à 2 fois. Les gens font ça parfois. Pas comme ça. Pas pour un étranger. Pas quand elle n'a rien elle-même. Jimmy a secoué la tête lentement. Et puis j'apprends qu'elle fait ça tous les jours. Elle entre dans un bâtiment plein de gamins qui se font dévorer vivants par des gangs. Personne n'arrête ça. Et elle continue de venir quand même. Elle continue de se tenir entre eux et le pire. Personne ne la paye assez pour faire ça. Personne ne la protège pendant qu'elle le fait. Earl est resté silencieux, un long moment, observant le visage de son vieil ami dans la faible lumière du bar. « À quoi tu penses, Jimmy? » Jimmy a levé les yeux et il y avait quelque chose dans son regard qu'Earl avait déjà vu. Il l'avait vu la nuit où Jimmy avait organisé la collecte pour le refuge de vétérans incendiés. Il l'avait vu la fois où 3 Angels avaient discrètement géré une série de cambriolages qui terrorisaient un quartier de personnes âgées pendant que les flics ne faisaient rien. C'était le regard que Jimmy avait quand une injustice avait franchi une ligne en lui qui ne pouvait plus être défranchie. « Je pense », dit Jimmy lentement, « que les East Side Kings dirigent cette école depuis 3 ans parce que personne ne s'est jamais pointé. Personne qui leur faisait plus peur qu'il ne faisait peur à tout le monde. » Earl s'est penché en arrière sur son tabouret, un lent sourire s'étalant sous sa barbe. « Tu penses à ce que je pense que tu penses? Je pense que nous avons une dette envers Emily Carter. » Jimmy s'est levé, vidant le reste de son café froid. Et les Hells Angels ne paient pas leur dette avec des billets de 20 $. Il s'est dirigé vers le vieux tableau de liège du chapitre. Celui où les affaires du club étaient affichées, où les virées étaient planifiées, où les frères s'inscrivaient pour des balades caritatives et des escortes funéraires. Il a sorti un stylo de son gilet et a écrit 3 mots en haut d'une feuille de papier vierge. Lycée Roosevelt. Derrière lui, Big Earl prenait déjà son téléphone. Il commençait déjà à passer le premier de ce qui allait devenir des dizaines d'appels cette nuit-là, et jusqu'au matin. Des appels aux résidents du chapitre à 2 comtés de là. Des appels à des frères qui n'avaient pas roulé ensemble depuis des mois. Des appels qui portaient tous une version du même message. Une dette doit être payée, et il faudra plus que quelques-uns d'entre nous. À 4 heures du matin, le mot s'était répandu dans 3 chapitres. À 5 heures, les confirmations arrivaient plus vite qu'Earl ne pouvait les noter. Et pendant qu'Emily Carter dormait d'un sommeil agité dans son appartement d'une chambre sur la 5e rue, rêvant de ses rêves superficiels et anxieux qui viennent de trop de soucis et pas assez de repos, 180 motos à travers 4 comtés étaient en train d'être ravitaillées, vérifiées et préparées pour une virée qui arriverait au lycée Roosevelt dans quelques heures à peine. Aucun d'entre eux ne venait chercher les ennuis. Ils venaient régler une dette que l'argent ne pourrait jamais toucher. Et au moment où le soleil se lèverait sur l'est de la ville, plus rien au lycée Roosevelt ne serait jamais pareil. À 5h30 du matin, le parking de rassemblement près de la route 9 ressemblait à une scène de film de guerre. Des motos alignées en colonne, moteurs éteints, des hommes vérifiant les sacoches, resserrant les sangles, allumant des cigarettes avec des mains qui ne tremblaient pas, même si la plupart d'entre eux n'avaient pas dormi. Big Earl parcourait les rangées avec un presse-papier, comptant les têtes des 4 chapitres qui avaient répondu à l'appel pendant la nuit. « On est à 162, a-t-il crié à Jimmy. « J'ai des rapports de 18 autres qui arrivent du chapitre sud. Ça devrait nous mettre à environ 180 au moment de partir. 180. » Jimmy a répété le nombre comme s'il le goûtait. Il se tenait à côté de sa moto, les bras croisés, les yeux fixés sur l'horizon où le ciel commençait à peine à virer au violet avant l'aube. « C'est assez? Assez pourquoi? » demanda Earl. « On ne commence pas une guerre, Jimmy. On fait une déclaration. C'est la même chose, selon qui écoute. » Un jeune motard nommé Cole, pas plus de 25 ans, les écussons encore rigides et neufs sur son gilet, s'est approché nerveusement. « Jimmy, je peux demander quelque chose? Vas-y. On fait vraiment ça pour une prof? Qu'on ne connaît pas. Parce qu'elle t'a payé un hamburger? » Le parking est devenu silencieux autour d'eux. Une douzaine de motards plus âgés à portée de voix ont arrêté ce qu'ils faisaient. Jimmy s'est tourné lentement et sa voix, quand elle est venue, était basse et égale. Le genre de calme qui portait plus loin que les cris ne le pourrait jamais. « Laisse-moi te dire quelque chose, Cole. La nuit dernière, une femme avec 41 $ en poche a regardé un homme 2 fois plus grand qu'elle se faire menacer de menottes pour un portefeuille oublié. Et elle n'a pas pensé à elle-même une seule seconde. Elle a pensé à ce qui était juste. Tu comprends à quel point c'est rare? » Cole a changé de pied. « Je suppose. Tu supposes? » Jimmy s'est approché. « J'ai roulé avec des hommes pendant 30 ans. J'ai vu des frères mourir pour moins que ce qu'elle a fait sans scier. Elle travaille dans un bâtiment où les gamins se font extorquer dans les couloirs et où on dit aux profs de regarder ailleurs. Et elle continue de venir quand même. Ce n'est pas de la charité. C'est du caractère. Et dans ce club, quand quelqu'un nous montre du caractère, on se pointe. » Le parking est resté silencieux un long moment. Puis, quelque part à l'arrière, un motard plus âgé nommé Frank, barbu et silencieux, a démarré son moteur. Un par un, les autres ont suivi jusqu'à ce que tout le parking gronde de tuyaux d'échappement au ralenti.
Le son s'est répandu sur les champs vides comme de l'artillerie lointaine. Cole a dégluti difficilement et est monté sur sa propre moto. Oui, monsieur. Jimmy a regardé Earl. La colonne de tête est prête? Prête quand tu le seras. Alors allons payer une dette. 20 minutes plus tôt, à 5 kilomètres à l'est, le réveil d'Emily Carter avait sonné à 5h45, comme tous les jours de la semaine, et elle avait appuyé 2 fois sur le bouton de répétition avant de se traîner hors du lit avec la lourdeur particulière d'une femme qui avait dormi 4 heures et rêvé de bagarres de couloir tout le temps. Elle a fait du café. Elle a regardé les factures sur le comptoir, a fait un calcul rapide dans sa tête et a décidé à nouveau qu'elle s'occuperait de la facture d'électricité jeudi. Elle s'est habillée avec le même gilet gris qu'elle avait porté 3 jours cette semaine déjà, parce que la lessive était un problème du dimanche, et ce n'était pas dimanche. Elle a pensé à l'œil meurtri de Tyler Brooks. Elle a pensé au garçon qui avait craché près de ses pieds dans le couloir. Elle a pensé, juste une seconde, à l'imposant motard du restaurant de la veille. Jimmy, quelque chose, se souvint-elle, et elle s'est surprise à presque sourire à l'étrange hasard de la chose. Un moment de simple décence dans une semaine par ailleurs épuisante. Elle n'avait aucune idée que ce moment était sur le point d'exploser devant son école. Au moment où elle est arrivée sur le parking du personnel à 7h10, tout semblait normal. Reggie au détecteur de métaux, les enfants qui entraient, bruyants et à moitié endormis. L'équipe du couloir est déjà postée près des casiers comme si l'endroit leur appartenait. Parce que pour autant que quiconque au lycée Roosevelt pouvait le dire, c'était le cas. Emily a préparé sa classe, a écrit la date du jour sur le tableau blanc, a sorti sa leçon sur les droits de vote de l'ère de la reconstruction. Elle a bu du café dans un thermos qui avait connu de meilleures décennies. À 7h42, elle l'a entendu. Au début, c'était juste une vibration. Quelque chose de ressenti plutôt qu'entendu. Un faible bourdonnement qui faisait vibrer les vitres dans leur vieux cadre. Emily a levé les yeux de son bureau, fronçant les sourcils. Quelques élèves près des fenêtres se sont redressés aussi. « C'est quoi ça? » a demandé une fille au premier rang. Le bourdonnement est devenu un grondement. Le grondement est devenu un rugissement. « Mademoiselle Carter. » Un garçon près de la fenêtre s'est élevé, pressant son visage contre la vitre. « Mademoiselle Carter, il faut que vous voyiez ça. » Emily a traversé la pièce, et au moment où elle a regardé par la fenêtre, son estomac est tombé. La rue devant le lycée Roosevelt se remplissait de motos. Pas 5, pas 20. Une rivière sans fin de chrome captant le soleil du petit matin. Du cuir, des moteurs et du bruit s'étendant sur toute la rue dans les deux sens. Plus de motos qu'Emily n'en avait jamais vues au même endroit de toute sa vie. Elle se déplaçait en formation, disciplinée et délibérée. Elle s'arrêtait en rangée parfaite le long du trottoir, au coin de la rue, dans la rue latérale, jusqu'à ce que tout le périmètre de l'école soit encerclé par un mur de motos et les hommes qui les conduisaient. Oh mon Dieu! Les mots sont sortis d'Emily en un murmure. Dans le couloir, elle pouvait déjà entendre le chaos monter. Des casiers qui claquent, des enseignants qui crient aux élèves de rester calmes. Le son inimitable de la voix du directeur Patterson qui crépitait dans l'interphone. Attention personnel et élèves, nous lançons un confinement préventif. Veuillez rester dans vos salles de classe. Ceci n'est pas un exercice. L'interphone s'est éteint et immédiatement la pièce a explosé de bruit. Des élèves se précipitant sur leur téléphone. Quelqu'un criant. Un garçon à l'arrière filmant déjà par la fenêtre avec des mains tremblantes. Tout le monde loin des fenêtres. La voix d'enseignante d'Emily s'est activée instinctivement, même si son propre cœur battait contre ses côtes. Asseyez-vous maintenant, loin des vitres. Mais elle ne pouvait pas se résoudre à s'éloigner de la fenêtre. Pas encore. Parce que dans la rue, descendant de la moto de tête, se trouvait un homme qu'elle a reconnu instantanément. Une silhouette massive dans un gilet en cuir, barbe grise taillée de près. Le même homme qui s'était assis en face d'elle au Pub's Diner moins de 12 heures plus tôt. Jimmy Henderson se tenait dans la rue, les mains le long du corps, regardant le bâtiment comme s'il le lisait étage par étage. Il sait où je travaille. La pensée a frappé Emily comme de l'eau glacée. Chaque séminaire sur la sécurité auquel elle avait assisté lui a hurlé dessus en même temps. Danger étranger, représailles de gang, les 100 façons dont un geste aimable envers la mauvaise personne pouvait revenir sous une forme bien plus sombre. S'était-elle trompée sur lui? Le fait d'avoir payé son repas l'avait-il en quelque sorte marqué, fait d'elle une cible? Avait-il peint une cible sur la seule école qu'elle avait passé 6 ans à essayer de protéger? Mademoiselle Carter, ce sont les Hells Angels, a demandé un élève, la voix tremblante. Éloignez-vous de la fenêtre. Éloignez-vous de la fenêtre, a répété Emily, mais ses propres jambes ne voulaient pas la faire reculer. Dans le bureau de la direction, c'était la panique totale. Le directeur Patterson se tenait à la fenêtre de son bureau, le téléphone collé à l'oreille, la sueur perlant déjà sur son front malgré la fraîcheur du matin. Oui, c'est le lycée Roosevelt. Nous avons besoin d'unité ici immédiatement. Nous avons ce qui semble être une centaine ou plus de membres de gangs de motards entourant le bâtiment. Non, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils ne se sont pas approchés de l'entrée et ils sont justes. Il s'est arrêté, écoutant. Comment ça? Des unités sont déjà en route? Qui a appelé? Au bout du couloir, Reggie, le gardien de sécurité, se tenait figé à son poste près des détecteurs de métaux. Il regardait à travers les doubles portes vitrées les motards descendre de leur moto dans un silence étrangement coordonné. Pas de cris, pas d'armes dégainées,
pas de chaos du tout. Ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose plus terrifiante. La discipline pure. Le sentiment que quoi qu'il allait se passer était contrôlé par des gens qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Une jeune assistante d'éducation a couru devant le bureau de Patterson en larmes. Ils vont attaquer l'école. Oh mon Dieu, ils vont attaquer l'école. Personne n'attaque personne tant que nous n'en savons pas plus, a aboyé Patterson, bien que ses propres mains tremblaient alors qu'il composait le numéro du surintendant du district avec des doigts maladroits. Dehors, Jimmy Henderson n'avait pas bougé de sa place au milieu de la rue. Big Earl se tenait à son épaule droite, inspectant les fenêtres du bâtiment, où des dizaines de visages terrifiés regardaient maintenant de derrière les vitres. « Ils pensent qu'on est là pour brûler l'endroit », dit Earl doucement. « Laissons-les le penser 1 minute de plus. » Les yeux de Jimmy balayaient le côté et du bâtiment. Il pouvait y voir un groupe d'adolescents en bandana rouge qui s'étaient rassemblés près d'une sortie latérale, figés en plein mouvement, essayant clairement de décider s'il fallait fuir ou tenir bon. Regarde ça. 3 ans à diriger cette école, et à la seconde où un vrai pouvoir se montre, ils ne savent plus quoi faire. Les Kings. La mâchoire de Jimmy s'est durcie. Compte-les. Je veux des yeux sur chacun d'eux qui est visible. Les sirènes hurlaient déjà au loin. 2, puis 4, puis ce qui ressemblait à la moitié de la flotte de patrouille de la ville convergeant vers un seul pâté de maisons. Jimmy n'a pas bronché. Il s'y attendait. 180 motos devant un lycée n'allaient jamais passer inaperçues. Et c'était, à sa manière, exactement le but. La première voiture de police a freiné brusquement au bord de la formation de motos. Un officier est sorti, la main planant près de son étui, la voix élevée. « Monsieur, je dois vous demander de déclarer vos intentions ici, tout de suite. » Jimmy s'est tourné pour lui faire face, sans se presser, les mains ouvertes, visibles. « Officier, mon nom est Jimmy Henderson. Je suis ici pour parler à une enseignante de cette école. Personne n'est armé. Personne n'est ici pour chercher les ennuis. Vous pouvez fouiller chaque moto dans cette rue si vous voulez. Une enseignante? » Les yeux de l'officier se sont plissés, clairement sceptique qu'un gang de 180 motards se rassemble devant une école pour une réunion parents-professeurs. Quelle enseignante? Emily Carter. Le nom est resté en suspens dans l'air. La radio de l'officier a crépité. Plus d'unités arrivaient, plus de sirènes s'empilaient les unes sur les autres. Et pendant un instant, toute la rue a semblé suspendue entre 2 issues. La violence ou quelque chose de complètement différent. À l'intérieur, le confinement avait atteint son pic d'hystérie. Dans la salle 214, les élèves étaient blottis le long du mur du fond comme on leur avait dit. Mais les fenêtres étaient impossibles à ignorer, surtout quand les sirènes ont commencé. « C'est les flics », a dit quelqu'un. « Ils vont leur tirer dessus. »« Tais-toi, Marcus. » La voix d'Emily était plus sèche qu'elle ne le voulait, la peur transperçant son autorité. Elle s'est forcée à respirer, s'est forcée à penser comme l'adulte dans la pièce, même si chaque instinct lui hurlait de paniquer avec ses élèves. Son téléphone a vibré. Un texto de sa collègue, Madame Alvarez, 2 portes plus loin. Ils disent que ce n'est pas une attaque. Les flics leur parlent. Personne n'a dégainé d'armes. Les pouces d'Emily ont plané sur l'écran, ne sachant même pas quoi demander. Elle a regardé de nouveau par la fenêtre, juste à temps pour voir Jimmy Henderson dire quelque chose à l'officier, calme, sans se presser. Puis il a pointé du doigt, directement vers le bâtiment, vers sa fenêtre. Le sang d'Emily s'est glacé. Un instant plus tard, le téléphone de la classe a sonné. Le vieux téléphone interphone beige monté près de la porte, celui qui n'était presque jamais utilisé sauf en cas d'urgence. Toute la classe d'Emily est devenue silencieuse, la regardant traverser la pièce et décrocher le combiné avec une main qui n'était pas tout à fait stable. Ici Carter. C'était la secrétaire de Patterson, la voix tendue par une panique à peine contrôlée. Emily, Mademoiselle Carter, le directeur Patterson a besoin de vous au bureau de la direction, maintenant. Moi? Pourquoi moi? Il dit. C'est à propos des motards dehors. Il dit qu'il vous demande par votre nom. Le sol a semblé légèrement basculer sous les pieds d'Emily. 20 paires d'yeux d'adolescents étaient fixés sur son visage, observant chaque lueur d'émotion qu'elle ne parvenait pas à cacher. Mademoiselle Carter, a murmuré la fille au premier rang. Pourquoi ils vous veulent? Emily n'avait pas de réponse. Elle a reposé le téléphone lentement, son esprit parcourant toutes les possibilités. Aucune d'entre elles n'était bonne. Avait-elle complètement mal jugé Jimmy? Était-ce une vengeance pour quelque chose qu'elle ne comprenait même pas? Un code de motard qu'elle avait violé sans le savoir en étant gentille avec le mauvais homme dans le mauvais restaurant? Restez ici, a-t-elle dit à sa classe, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. Madame Alvarez est juste à côté si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis sérieuse. Personne ne quitte cette pièce. Elle est sortie dans le couloir et le silence qui y régnait était sa propre sorte d'horreur. Des couloirs vides, des casiers bien fermés, des sirènes lointaines filtrant à travers les fenêtres. Chaque porte de classe fermée, chaque visage qu'elle croisait à travers les étroites fenêtres des portes, pâle de peur. La regardant marcher seule vers ce qui l'attendait à l'avant du bâtiment. Au moment où elle a atteint le bureau de la direction, Patterson l'attendait, son visage de la couleur du vieux papier. Emily, sa voix s'est légèrement brisée. Il y a un homme dehors, un grand type, gilet en cuir. Il dit qu'il s'appelle Jimmy Henderson. Il dit à la police qu'il est ici pour vous voir spécifiquement. Les Hells Angels exigent de vous parler. Exige? A répété faiblement Emily. C'est le mot que l'officier a utilisé.
Oui, Patterson a dégluti difficilement. Connaissez-vous cet homme? La bouche d'Emily était complètement sèche. Elle a pensé au restaurant, à l'addition, à la façon dont Jimmy l'avait regardé avant de partir. Quelque chose de lourd et d'indéchiffrable dans ses yeux. Je l'ai rencontré une fois, dit-elle lentement. Hier soir, dans un restaurant. J'ai payé son repas. Il avait oublié son portefeuille et le gérant était sur le point d'appeler la police. Les yeux de Patterson se sont écarquillés à un degré presque comique. Vous avez payé le repas d'un Hells Angel et le lendemain matin, 180 d'entre eux se présentent à notre école? Je ne savais pas qui il était, au-delà de ce qui était sur son gilet. Je ne pensais pas. La voix d'Emily s'est éteinte parce qu'il n'y avait pas de bonne façon de terminer cette phrase. Elle n'avait pas pensé. Point. Elle avait juste agi. Le même instinct qui la faisait s'interposer dans les bagarres de couloir, donner des poches de glace à Tyler et se tenir entre les ennuis et les gens qui ne les méritaient pas. Eh bien, Patterson a expiré d'une voix tremblante, passant une main sur ses cheveux clairsemés. Je suppose que nous sommes sur le point de découvrir ce que cette addition vous a coûté. À travers les fenêtres du bureau, Emily pouvait voir que la police avait formé un périmètre lâche, mais personne n'avait dégainé d'armes. Personne n'avait bougé pour arrêter qui que ce soit. L'énergie à l'extérieur avait changé en quelque sorte, de menace imminente à quelque chose de plus proche d'une impasse. Les deux camps s'observant, attendant, incertains de la suite. Ils n'attaquent pas, dit Emily lentement, presque pour elle-même. Regardez-les, Patterson. Ils ne sont même pas agités. Ils sont juste là, debout. Debout avec 180 motos devant une école, a rétorqué Patterson, la panique perçant enfin son sang-froid. Pardonnez-moi si ça ne me rassure pas. Un jeune officier a franchi les portes d'entrée, respirant fort. Ses yeux ont balayé le bureau jusqu'à ce qu'il se pose sur Emily. Madame, êtes-vous Emily Carter? Le cœur d'Emily battait la chamade. Oui. L'homme à l'extérieur demande à vous parler directement. Il dit que c'est important. Il dit, l'officier a hésité, clairement conscient de l'étrangeté des mots suivants. Il dit qu'il vous doit une dette et qu'il a l'intention de la payer. Le bureau est devenu complètement silencieux. Patterson regardait Emily comme si elle avait une deuxième tête. La secrétaire avait complètement arrêté de taper. Une dette, a répété Emily. C'est ce qu'il a dit, madame. Emily a regardé vers les portes d'entrée, vers le mur de cuir et de chrome visible à travers la vitre, vers l'homme qui ne lui avait rien promis la veille et qui avait pourtant apparemment passé les heures depuis à rassembler ce qui ressemblait à une petite armée devant son école. Elle a pensé à l'œil meurtri de Tyler, aux Kings qui contrôlaient ses couloirs, à chaque administrateur et chaque responsable du district qui lui avait dit de 1000 manières différentes que c'était simplement comme ça et que rien ne pouvait être fait. Et pour la première fois de la matinée, sous la peur, quelque chose d'autre s'est agité dans la poitrine d'Emily Carter. Quelque chose qui ressemblait dangereusement, incroyablement à de l'espoir. Je vais lui parler, dit-elle. Emily, vous n'êtes pas obligée, a commencé Patterson. Je sais. Elle se dirigeait déjà vers la porte, ses jambes plus stables maintenant qu'elle n'avait le droit de l'être. Mais je pense que j'ai commencé ça. Je pense qu'il est juste que je le termine. L'officier l'a escorté vers l'entrée principale, passant devant le poste figé de Reggie au détecteur de métaux, passant devant des fenêtres pleines d'élèves et d'enseignants terrifiés, pressés contre la vitre, regardant leur professeur d'histoire marcher vers 180 motards comme si elle marchait vers le bord du monde. Quand les portes d'entrée se sont ouvertes et que la lumière du matin s'est répandue sur les marches, Emily Carter est sortie, au milieu du moment le plus terrifiant et le plus extraordinaire de toute sa vie. Et elle a trouvé Jimmy Henderson qui marchait déjà vers elle. Son expression était indéchiffrable. Toute la rue derrière lui était devenue complètement, délibérément silencieuse. Les jambes d'Emily l'ont portée en bas des marches avant que son cerveau n'ait pleinement accepté la décision. Et plus elle se rapprochait de Jimmy Henderson, plus elle prenait conscience de chaque regard posé sur elle. Des élèves pressés contre les fenêtres, des officiers avec les mains planant près de leur ceinture, 180 motards debout dans un silence absolu, comme si toute la rue retenait son souffle. Jimmy s'est arrêté à quelques mètres. De près, en plein jour, il paraissait encore plus grand que dans la banquette du Pops, mais son visage n'était pas dur comme elle s'y était préparée. Il était presque doux, Emily. Juste son nom, dit de la manière dont on saluerait quelqu'un qu'on connaît depuis des années. Pas quelqu'un avec qui on a partagé une histoire de 18 $ et 50 centimes 12 heures plus tôt. Jimmy. Sa voix est sortie plus stable qu'elle ne s'y attendait, bien que son pouls battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Tu veux me dire pourquoi il y a 180 motos devant mon école? 182, en fait, a corrigé doucement Earl de derrière l'épaule de Jimmy. Le chapitre sud en a amené 2 de plus que prévu. Emily le regarda, puis se tourna de nouveau vers Jimmy. Ce n'était pas vraiment la partie qui me posait problème. Une vague de quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement a parcouru les motards les plus proches, rapidement réprimés. La bouche de Jimmy a à peine tressailli. Personne n'est ici pour faire du mal à qui que ce soit, a dit Jimmy, sa voix portant plus loin qu'il ne l'avait probablement prévu. Assez fort pour que les officiers à proximité entendent. Assez fort pour les fenêtres pleines de visages effrayés au-dessus d'eux. Je veux que ce soit bien compris par tout le monde qui écoute. Pas une seule personne dans ce club n'a une arme dégainée. Pas une seule personne n'est venue ici chercher les ennuis. L'officier en chef, un homme trapu avec un badge indiquant Delgato, s'est approché, la main toujours posée près de son étui. Alors, ça vous dérangerait d'expliquer exactement pourquoi vous êtes venu ici? Parce que j'ai un bâtiment plein de gamins terrifiés et un surintendant qui fait exploser mon téléphone. Jimmy s'est tourné vers lui, sans se presser. La nuit dernière, cette femme a payé l'addition d'un étranger alors que le gérant s'apprêtait à appeler les flics pour un portefeuille oublié. Elle n'a pas demandé mon nom.
Elle n'a rien demandé en retour. Elle a juste fait ce qui était décent parce que c'était la chose décente à faire. Il a fait une pause, laissant cela faire son effet. Dans mon monde, officier, ce n'est pas rien. C'est une dette. Et les dettes se paient. En amenant une petite armée dans un lycée, les sourcils de Delgado se sont levés. En s'assurant que tout le monde qui regarde comprenne qu'elle n'est plus seule, les yeux de Jimmy se sont déplacés juste une seconde vers le côté du bâtiment, vers le groupe de bandanas rouges qu'Emily savait, sans même regarder, toujours blotti près de la sortie latérale, figé, incertain. J'ai posé quelques questions la nuit dernière. J'ai découvert que Mademoiselle Carter enseigne dans un bâtiment qui est saigné à blanc par un gang qui dirige ses couloirs depuis 3 ans, pendant que les gens censés protéger ses enfants lui répètent que ça dépasse leurs compétences. Le souffle d'Emily s'est coupé. « Comment sais-tu ça? Je sais des choses, Mademoiselle Carter. C'est ce que je fais. » Le regard de Jimmy a balayé la rue, lentement et délibérément. Il a observé les fenêtres, les officiers, la tension visible qui émanait des portes de sortie du côté Est. Je sais qu'on a dit à votre directeur de regarder ailleurs. Je sais qu'un gamin nommé Tyler a été pressé de transporter quelque chose dans ses couloirs et a eu un œil au beurre noir pour avoir dit non. Je sais que vous vous tenez entre ces enfants et les gens qui leur feraient du mal depuis 3 ans, sans que personne ne vous soutienne. L'air a quitté les poumons d'Emily d'un coup. Comment peux-tu savoir pour Tyler? Les nouvelles voyagent vite quand on sait à qui demander. L'expression de Jimmy n'a pas changé, mais quelque chose dans sa voix s'est durci. Et je vais vous dire autre chose que je sais, Emily. Des choses comme ça ne s'améliorent pas toutes seules. Elles empirent, à chaque fois. La radio de l'officier Delgado a crépité avec des mises à jour. Plus d'unités se positionnant à 2 rues de là. Un capitaine exigeant un rapport de situation. Le surintendant serait déjà en route. Toute la situation était une poudrière avec trop d'allumettes allumées autour. Et tout le monde dans cette rue pouvait le sentir. « Monsieur, dit Delgado prudemment, je vais avoir besoin que vous commenciez à déplacer ces motos hors de la propriété de l'école. Nous pouvons discuter de la dette que vous pensez devoir quelque part qui n'entoure pas un bâtiment plein de mineurs. » Nous ne sommes pas sur la propriété de l'école, dit Jimmy calmement. Nous sommes sur une voie publique. Chaque moto ici est garée légalement. Personne ne viole de propriété. Personne ne menace personne. Et à la seconde où vous pourrez me prouver le contraire, je déplacerai chacune de ces motos moi-même. La mâchoire de Delgado s'est crispée parce que Jimmy avait raison, et ils le savaient tous les deux. C'est là que c'est arrivé. Une agitation a éclaté près de la sortie S. Des cris, le grincement d'une porte ouverte trop fort. Et 4 garçons en bandana rouge sont sortis en trombe sur le côté, essayant clairement d'utiliser le chaos du confinement pour s'éclipser sans être vus. L'un d'eux, plus âgé, peut-être 19 ans, le genre de présence qu'Emily a immédiatement reconnu comme un lieutenant des Kings, s'est figé à la seconde où il a vu le mur de moto bloquant toutes les issues. « Oh, non, pas ça !» a marmonné le garçon assez fort pour être entendu. Toutes les têtes dans cette rue se sont tournées en même temps. Les yeux de Jimmy se sont fixés sur le groupe avec une immobilité qui a fait frissonner Emily. « Eh bien, dit-il doucement, presque pour lui-même, quand on parle du loup. » Le lieutenant des Kings, Emily le reconnaissait maintenant, un jeune homme nommé Deshawn, qui avait été suspendu 2 fois l'année dernière pour des choses que l'administration n'avait jamais vraiment précisées. Il a essayé de jouer la carte du calme, les mains glissant dans ses poches, le menton levé dans un défi étudié. « C'est une blague ou quoi? » a-t-il crié, ses yeux balayant les rangées de motos, le cuir, les écussons. « Vous êtes perdu ou quoi? » Personne ne lui a répondu. Une douzaine de motards avaient tranquillement changé de position. Pas de manière agressive, même pas visiblement, mais assez pour que les 4 garçons se retrouvent en quelque sorte plus encerclés qu'ils ne l'étaient 30 secondes plus tôt. Deshawn. Jimmy a dit le nom comme s'il le connaissait depuis toujours, et la bravade du garçon a légèrement vacillé en entendant un étranger savoir exactement qui il était. « Comment tu connais mon nom? » De la même manière que je connais l'œil de Tyler Brooks. De la même manière que je connais l'argent du déjeuner et le sac à dos que tu as essayé de lui faire porter hier matin. Jimmy n'avait pas haussé la voix une seule fois. Et d'une certaine manière, cela rendait les choses pires. Cela rendait le silence autour d'eux plus lourd, plus dangereux que n'importe quel cri n'aurait pu l'être. De la même manière que je sais que toi et tes potes dirigez ce couloir comme s'il était à vous depuis 3 ans, pendant que ces gamins n'avaient personne pour se mettre entre eux et vous. Les yeux de Deshawn se sont tournés vers ses 3 amis, puis de nouveau vers Jimmy, calculant. Les rouages tournaient visiblement. On ne sait pas de quoi tu parles, mec. Bien sûr que si. Jimmy a fait un pas lent en avant. L'officier Delgado s'est tendu, la main se dirigeant vers sa radio, mais n'est pas encore intervenu, observant la dynamique changer avec une sorte de fascination. « Laisse-moi te demander quelque chose, fiston. As-tu déjà pensé à ce qui se passe quand quelqu'un de plus grand que toi décide que tes petites opérations ont fait leur temps? C'est une menace? » La voix de Deshawn s'est légèrement brisée sur le mot, la bravade s'effritant enfin. C'est un fait. La voix de Jimmy est devenue plus basse, plus lente, chaque mot atterrissant avec poids. Tu as passé 3 ans à effrayer des jeunes de 15 ans pour leur argent du déjeuner. 3 ans à faire en sorte que les enseignants aient peur de marcher dans leur propre couloir. Tu as bâti toute ta réputation sur le fait d'être le plus grand dans un bâtiment plein d'enfants. Il a fait un geste lent et délibéré vers le mur de cuir et de chrome qui les entourait de tous côtés. Regarde bien autour de toi, Deshawn. Tu n'es plus le plus grand ici. Pendant un moment électrique et suspendu, personne n'a bougé. Emily a réalisé qu'elle avait complètement arrêté de respirer. La main de l'officier Delgado s'était finalement posée sur sa radio, prête à appeler des renforts si la situation dérapait. Mais quelque chose dans l'immobilité des motards lui a dit que ce ne serait pas le cas. Puis le courage de Deshawn a lâché. Ce n'est pas fini,
a-t-il marmonné, reculant déjà vers la brèche la plus proche dans la formation. Ses 3 amis se précipitant derrière lui. Vous ne dirigez pas ce quartier. Non, a convenu calmement Jimmy, ne prenant pas la peine de les arrêter. Nous ne dirigeons pas le quartier. Nous nous sommes juste assurés que tout le monde qui regarde comprenne exactement à quel point ton petit royaume est vraiment petit. Les 4 garçons ont disparu dans la rue latérale à une vitesse proche de la course. Et au moment où ils ont disparu au coin de la rue, un son étrange a parcouru la foule rassemblée derrière les fenêtres de l'école. Quelque chose entre un hoquet et une acclamation, étouffé par le verre, mais indubitable. Emily s'est retournée et a vu des visages pressés contre chaque fenêtre de ce côté du bâtiment. Des élèves qui venaient de voir en temps réel le gang qui avait terrorisé leur couloir pendant 3 ans se retourner et fuir un homme qui avait à peine haussé la voix. Elle a senti quelque chose se briser dans sa poitrine, quelque chose qui était resté crispé pendant 6 longues années. C'est ça, a dit Emily, presque incrédule. C'est ça qui contrôle toute cette école depuis 3 ans? Les brutes ne sont aussi grandes que le silence qui les entoure, a dit simplement Jimmy. Personne n'a jamais fait assez de bruit pour leur faire peur avant. L'officier Dogato s'est finalement avancé, essayant clairement de reprendre un certain contrôle sur une situation qui avait complètement échappé à ses attentes. D'accord, personne n'a été blessé, rien n'a été endommagé. Et apparemment, vous venez de faire fuir 4 gamins qui avaient probablement des mandats d'arrêt de toute façon. Il a expiré fortement. Mais j'ai toujours besoin que ce soit résolu. J'ai besoin que ces motos soient parties d'ici 1 heure, et j'ai besoin de comprendre exactement ce que vous pensez accomplir ici. C'est juste. Jimmy a hoché la tête, puis s'est retourné vers Emily, et quelque chose dans son expression s'est adouci d'une manière qui l'a complètement prise au dépourvu après l'autorité froide qu'il venait de montrer à Deshawn. Emily, on peut parler juste 1 minute? Quelque part où votre directeur n'aura pas une crise cardiaque en regardant. Emily a jeté un coup d'œil au bâtiment où Patterson se tenait figé à la fenêtre du bureau de la direction, le téléphone toujours collé à l'oreille. Il ressemblait à un homme dont toute la compréhension de son travail venait d'être réécrite en temps réel. Il y a un banc près du mât du drapeau, dit-elle. Il pourra probablement encore nous voir de là, mais au moins il ne pourra pas entendre. Ils ont marché ensemble, la foule de motards s'écartant silencieusement pour les laisser passer. Des dizaines d'yeux les suivaient sans un seul mot prononcé. Emily était parfaitement consciente de l'étrangeté de la scène. L'enseignante d'histoire épuisée dans son gilet taché de café marchant à côté d'une montagne d'hommes couverts d'écussons et de tatouages. Comme 2 personnages qui seraient sortis de 2 histoires complètement différentes. Ils se sont assis. La chaîne du mât du drapeau cliquetait doucement dans la brise du matin. Le seul son, à part les sirènes lointaines qui commençaient enfin à s'estomper alors que les officiers réalisaient lentement qu'aucun crime n'était en train d'être commis. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, a dit Jimmy, sa voix plus calme maintenant, dépouillée de l'autorité qu'il avait utilisée sur Deshawn. Ce que j'ai fait la nuit dernière, poser des questions sur vous, je sais que ça doit vous sembler envahissant. Je sais que ça vous a probablement fait peur de découvrir qu'un étranger que vous avez aidé pour 18 $ est allé apprendre toute votre vie du jour au lendemain. C'est le cas, a admis Emily. Vraiment, je ne vais pas m'excuser pour ça, parce que je le referais. Mais je veux que vous compreniez pourquoi. Jimmy a regardé les rangées de motos, les frères qui avaient roulé toute la nuit pour une dette qui n'avait rien à voir avec l'argent. Je suis dans ce club depuis 30 ans, Emily. On apprend des choses en roulant avec des hommes pendant si longtemps. On apprend qu'ils parlent fort et qu'ils pensent vraiment. On apprend la différence entre quelqu'un qui fait quelque chose parce que ce sera vu et quelqu'un qui fait quelque chose parce que c'est juste qui il est. Et vous pensez que je suis le 2e genre. Je sais que vous êtes le 2e genre. Jimmy s'est tourné pour la regarder directement. Vous ne saviez pas qui j'étais la nuit dernière. Pour tout ce que vous saviez, j'étais exactement le genre de problème dont ce gérant s'inquiétait. Vous vous êtes levé quand même. Ce n'est pas une décision que les gens prennent. C'est juste qui vous êtes. Emily a senti quelque chose se serrer dans sa gorge, une vague d'émotions inattendue à laquelle elle s'était préparée. 6 ans à se sentir invisible. 6 ans à s'entendre dire que ses préoccupations dépassaient les compétences de quelqu'un. 6 ans à mener une bataille perdue dans un bâtiment que tout le monde avait tranquillement abandonné. Et maintenant, un étranger était assis à côté d'elle, nommant exactement ce que cela faisait, comme s'il l'avait observé tout ce temps. Ça a été 6 longues années, a-t-elle admis doucement. J'attends toujours que quelqu'un répare vraiment ce qui est cassé ici. L'administration ne le fera pas. Le district ne peut pas, ou ne veut pas. Honnêtement, je ne sais plus lequel. Les flics arrivent après que les choses se soient produites. Jamais avant. Je continue juste d'essayer d'être le mur entre ces enfants et le pire, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Vous ne devriez pas avoir à être le seul mur. Je n'ai pas le choix. Vous l'avez maintenant. La voix de Jimmy portait une finalité tranquille qui a fait sursauter le pouls d'Emily. Ces garçons qui ont fui il y a 1 minute, ils ne reviendront pas. Pas dans cette école. Pas tant que je respirerai. Emily s'est tournée pour lui faire face, cherchant dans son expression un soupçon d'exagération, une dureté performative comme celle qu'elle avait vue chez Deshawn 10 minutes plus tôt. Elle n'en a trouvé aucune. Juste une certitude absolue et inébranlable. Jimmy, j'apprécie le geste. Vraiment, plus que vous ne le réalisez probablement. Mais vous ne pouvez pas simplement. Vous ne pouvez pas garer des motos devant une école pour toujours. Les Kings ne vont pas disparaître parce qu'ils ont eu peur une fois. Laissez-moi m'inquiéter de ça. Jimmy a sorti de son gilet un morceau de papier plié, usé au coin comme s'il avait été manipulé par une douzaine de mains différentes pendant la nuit. Ce n'est pas une chose ponctuelle, Emily. C'est un club qui prend une décision ensemble.
Depuis environ 3 heures du matin, le lycée Roosevelt est sous notre protection. Pas parce que vous l'avez demandé, parce que vous l'avez mérité sans jamais savoir que vous le méritiez. Émilie a pris le papier avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables, le dépliant lentement. Ses yeux ont parcouru une liste de noms, des dizaines, avec les affiliations de chapitres inscrites à côté de chacun. Un calendrier de rotation commençait déjà à prendre forme. Qu'est-ce que c'est? Un calendrier de surveillance, a dit Jimmy. Nous avons des frères qui seront dans le coin régulièrement, comme une horloge, le matin et l'après-midi, les jours d'école. Rien de dramatique, rien qui effraiera vos élèves plus qu'ils ne le sont déjà. Juste assez de présence pour que quiconque pensant faire du trafic de drogue ou de l'extorsion dans ces couloirs y réfléchisse à 2 fois. Émilie a regardé la liste, son esprit luttant pour rattraper l'ampleur de ce qui lui était offert. Jimmy, c'est... Je ne sais même pas quoi dire à ça. Vous n'avez rien à dire. Jimmy s'est levé, époussetant son jean. Il a jeté un coup d'œil au bâtiment où Patterson était maintenant visible, debout à l'entrée, rassemblant clairement le courage de venir découvrir ce qui se passait sur la pelouse de son école. On dirait que votre directeur est sur le point de venir me poser des questions très inconfortables. Émilie a regardé le papier une dernière fois, les dizaines de noms représentant une sorte de protection qu'elle n'avait jamais imaginé possible, et elle a senti quelque chose changer de manière permanente à l'intérieur de sa poitrine. Quelque chose qui était resté sur la défensive pendant 6 longues années, se permettant enfin, prudemment, de croire que peut-être, juste peut-être, elle ne se battait plus seule, Jimmy. Elle s'est levée aussi, pliant soigneusement le papier dans la poche de son gilet comme quelque chose de précieux. Pourquoi? Vraiment? Vous auriez pu simplement me remercier hier soir et partir. Vous ne me deviez rien de tel. Jimmy est resté silencieux un long moment, observant le bâtiment, observant les fenêtres toujours pleines de visages d'élèves curieux, effrayés et de plus en plus fascinés. Parce que quelqu'un m'a montré de la gentillesse alors qu'il avait toutes les raisons de ne pas le faire, a-t-il dit finalement. Et dans toute ma vie, Emily, j'ai appris que ce genre de choses est assez rare. On ne le laisse pas passer sans y répondre correctement. Vous pensez que c'est à propos d'un hamburger? Il a secoué la tête lentement. Ça n'a jamais été à propos du hamburger. Derrière eux, le directeur Patterson avait finalement trouvé le courage de s'approcher. Son expression était un mélange complexe de soulagement, de confusion et de panique à peine contenue. Juste au moment où une nouvelle agitation s'est produite près du côté du bâtiment. Pas les Kings cette fois, mais un groupe d'élèves qui avaient réussi à se faufiler au-delà des protocoles de confinement. Ils se pressaient vers les fenêtres les plus proches du mât du drapeau, les téléphones levés. Déjà en train de diffuser en direct à des abonnés qui n'avaient aucune idée qu'ils assistaient au moment exact où le cauchemar de 6 ans du lycée Roosevelt commençait, incroyablement, à prendre fin. Patterson les a rejoints en trottinant, la cravate desserrée, les couleurs revenant enfin à son visage, maintenant qu'aucun coup de feu n'avait été tiré et qu'aucun bâtiment n'avait brûlé. Mademoiselle Carter, j'ai besoin que vous m'expliquiez tout de suite ce que je suis en train de regarder. Directeur Patterson, voici Jimmy Henderson. La voix d'Emily était plus stable qu'elle ne s'y attendait, le papier plié toujours niché contre ses côtes comme quelque chose qu'elle devait protéger. Il est ici parce que j'ai payé son dîner hier soir. Patterson a cligné des yeux à nouveau. Je suis désolé. Vous avez quoi? C'est une longue histoire, a dit Jimmy, tendant une main de la taille d'une assiette. Pour faire court, monsieur, votre enseignante a fait quelque chose de décent pour un étranger. Et d'où je viens, la décence ne reste pas sans réponse. Patterson a fixé la main tendue un instant de trop avant de la serrer, traitant clairement encore le fait qu'un homme qui pourrait probablement lui écraser les doigts sans essayer était, en apparence, poli. Et la partie « sans réponse » nécessite 180 motos? 182 a de nouveau corrigé Earl de quelques mètres en arrière, ce qui lui a valu un regard fatigué de Jimmy. Le fait est, a poursuivi Jimmy, que j'ai fait quelques recherches la nuit dernière. J'ai découvert que cette école saigne depuis 3 ans à cause d'un gang que personne n'a eu les ressources ou le courage de chasser. J'ai découvert que vos enseignants se font mettre des yeux au beurre noir en essayant de protéger les enfants pendant que le district leur dit que ça dépasse leurs compétences. Ses yeux se sont posés sur Patterson avec un poids qui a fait visiblement rétrécir le directeur d'1 pouce. Ça vous semble juste? La mâchoire de Patterson a travaillé silencieusement un moment. Les dérobades habituelles qu'il avait utilisées sur Emily 100 fois semblaient soudainement inadéquates devant un homme qui connaissait clairement chaque vérité inconfortable avant même de poser la question. Ce n'est pas inexact, a-t-il admis finalement, doucement. Nous avons demandé un financement de sécurité supplémentaire 3 fois cette année. Il a été refusé 3 fois. Alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un d'autre que le district intervienne. La voix de Jimmy ne portait aucune malice, juste un simple fait. Nous ne demandons pas la permission, Monsieur Patterson. Nous vous informons. Cette école a notre attention maintenant. Vous verrez des frères dans le coin le matin et l'après-midi. Rien de dramatique. Considérez ça comme une surveillance de quartier avec de meilleures motos. Avant que Patterson ne puisse formuler une réponse à cela, une nouvelle vague d'agitation a parcouru la foule d'élèves toujours pressés contre les fenêtres. Emily s'est retournée juste à temps pour voir un groupe de bandanas rouges réapparaître au bout de la rue. Pas Dejan et ses 3 amis cette fois, mais un groupe plus important, 8 ou 9 garçons. Ils se déplaçaient avec l'arrogance délibérée de personnes essayant de récupérer quelque chose qui venait de leur être pris devant un public. « Oh non !» a soufflé Emily. Big Earl l'avait déjà remarqué, sa posture passant instantanément de détendu à alerte. « Jimmy,
Jimmy s'est retourné et Emily a vu quelque chose dans son expression devenir complètement immobile. La chaleur facile des moments précédents a été remplacée par quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Je les vois. Les Kings se sont approchés du bord de la formation de moto avec beaucoup plus de bravade que la situation ne le justifiait. Ils avaient clairement passé les 15 dernières minutes à se regrouper, à appeler des renforts, à décider collectivement que la retraite n'était pas une option qu'ils pouvaient survivre socialement. En tête marchait un homme qu'Emily ne reconnaissait pas, plus âgé que les autres, peut-être la mi-vingtaine, avec une présence qui le marquait immédiatement comme quelque chose de plus haut gradé que Deshawn. C'est Marcus Webb, a dit Patterson à voix basse, les couleurs quittant à nouveau son visage, le cousin de Deshawn. Il ne vient généralement pas directement à l'école. Il dirige les choses à distance. Pas aujourd'hui, apparemment, a marmonné Jimmy. Marcus Webb s'est arrêté au bord de la formation de moto, les mains lâches le long du corps. Ses yeux balayaient les rangées d'hommes vêtus de cuir avec un calcul qu'Emily trouvait vraiment effrayant. J'ai entendu dire qu'il y avait une certaine confusion par ici, a-t-il crié, la voix assez forte pour atteindre les fenêtres au-dessus, jouant clairement pour son propre public. J'ai entendu dire que quelqu'un a fait fuir des gamins qui ne dirigent même rien. C'est drôle, a dit Jimmy en s'avançant pour le rencontrer, parce que ce n'est pas l'histoire que j'ai entendue. Ah ouais? Le sourire de Marcus n'a pas atteint ses yeux. Quelle histoire tu as entendue? J'ai entendu dire que 4 garçons ont fui comme des dératés à la seconde où ils ont réalisé que cette rue n'était plus leur terrain de jeu. La voix de Jimmy a porté facilement à travers la foule maintenant silencieuse. J'ai entendu dire que tu es venu ici personnellement parce que ça t'a fait plus peur que tu n'es prêt à l'admettre à voix haute. Un murmure a parcouru les Kings rassemblés derrière Marcus. L'officier Delgato, qui surveillait la situation à une distance prudente, a commencé à se rapprocher à nouveau, la radio déjà en main, sentant exactement à quelle vitesse cela pouvait dégénérer. « Tu ne sais rien de ce qui me fait peur », a dit Marcus, mais sa voix avait perdu une partie de sa certitude. « Je sais que tu diriges cette école depuis 3 ans par la peur et rien d'autre », a répondu Jimmy calmement. « Je sais qu'à la seconde où quelque chose de plus grand que toi s'est montré, toute ton opération s'est effondrée comme du papier mouillé. Je sais que tu es là en ce moment à essayer de sauver la face devant un bâtiment plein de gamins qui viennent de voir ton cousin fuir une conversation qu'il a commencée. » Emily a senti son pouls s'accélérer alors que la tension entre les deux hommes se resserrait. Toute la rue retenait son souffle, des élèves filmant depuis chaque fenêtre visible. Patterson figé à côté d'elle avec son téléphone toujours serré inutilement dans une main. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une porte latérale de l'école s'est ouverte brusquement et Tyler Brooks, petit, maigre, Tyler Brooks au visage meurtri, le garçon qui avait supplié Emily de ne rien dire ce matin-là, est sorti en titubant sur la pelouse. Il avait apparemment échappé à toute surveillance restante pendant le chaos. Son visage était un mélange de terreur et de quelque chose qui ressemblait presque à du courage. « Il m'a forcé à le porter !» a crié Tyler, pointant directement Marcus Webb, sa voix se brisant avec le genre de peur qui précède le moment où quelqu'un cesse enfin d'avoir peur. Le mois dernier, il m'a forcé à porter un sac à travers la cafétéria et a dit que si je le disais à quelqu'un, il a dit qu'il ferait du mal à ma petite sœur. Toute la rue est devenue silencieuse. Le cœur d'Emily s'est serré dans sa poitrine. Tyler? Non. Mais il était trop tard. Les mots étaient sortis, suspendus dans l'air du matin, et le visage de Marcus Webb s'était transformé. De la confiance performative à quelque chose de bien plus laid, de bien plus dangereux. Ferme ta bouche, petit. Non. La voix de Jimmy a tranché l'air comme une lame, et le seul mot portait assez de force pour que Marcus recule d'un demi-pas avant de se reprendre. N'ose pas finir cette phrase près de cet enfant. Ce ne sont pas tes affaires, vieil homme. Le sang-froid de Marcus se fissurait visiblement maintenant. Le public de téléphone et de visages effrayés n'était clairement pas la dynamique qu'il avait prévue. C'est entre moi et ce petit mouchard. Faux. Jimmy a fait un pas de plus en avant, assez près maintenant pour que la différence de taille entre eux soit presque comique. Sauf que rien dans son expression n'était drôle du tout. Ce garçon vient de se tenir devant 180 témoins et de dire la vérité sur ce que tu lui as fait. Tu veux menacer la petite sœur d'un enfant devant des officiers de police, devant des caméras, devant chaque personne dans cette rue? Les yeux de Marcus se sont tournés sur le côté, vers l'officier Delgado, qui se tenait maintenant assez près pour avoir entendu chaque mot. Sa radio était déjà pressée contre ses lèvres, appelant des renforts avec une réelle urgence cette fois. « Ce n'est pas fini », a dit Marcus, la même phrase inutile que son cousin avait utilisée quelques minutes plus tôt. Sauf que cette fois, elle sonnait encore plus creuse. « Tu as raison », a dit Jimmy doucement. « Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. » Mais pas comme tu le penses. Il s'est tourné vers l'officier Delgado. « Officier, je crois que vous venez d'entendre un aveu de mise en danger d'enfants et d'extorsion devant plusieurs témoins sur la propriété de l'école. » Delgado, qui attendait clairement exactement ce genre d'ouverture légitime et exploitable, était déjà en mouvement. « Marcus Webb, retournez-vous, les mains derrière le dos. » Ce qui a suivi s'est passé rapidement. La tentative de fuite de Marcus a été immédiatement interrompue par 2 officiers qui s'étaient discrètement positionnés tout au long de l'affrontement. Les Kings restants se sont dispersés dans toutes les directions au moment où les menottes sont apparues. Tyler Brooks se tenait figé sur la pelouse, des larmes coulant enfin sur son visage meurtri, le poids de ce qu'il venait de faire s'abattant sur lui d'un coup. Emily a couru vers lui sans réfléchir, tombant à genoux sur l'herbe, serrant le garçon tremblant dans ses bras. « Tu vas bien, Tyler. Tu as fait ce qu'il fallait. Je te promets que tu as fait ce qu'il fallait. » J'avais peur, a étouffé Tyler contre son épaule.
J'ai eu si peur pendant si longtemps. Je sais. Emily l'a serré plus fort, ses propres yeux brûlants. Je sais, mon chéri. C'est fini maintenant. C'est vraiment fini. Derrière eux, Jimmy Henderson observait la scène avec une expression qu'Emily ne pouvait pas tout à fait nommer. Quelque chose entre la satisfaction et une vieille et profonde tristesse. Le regard d'un homme qui avait déjà vu ce genre de peur chez les enfants et n'avait jamais cessé de la haïr. « Earl », a dit Jimmy doucement. « Oui, patron. Donne-moi tout ce qu'on sait sur chaque nom de cette liste de surveillance. Chaque affilié des Kings opérant près de cette école. Je veux une image complète d'ici ce soir. » Compris. Marcus Webb a été embarqué à l'arrière d'une voiture de patrouille, criant toujours des menaces qui devenaient de plus en plus désespérées à mesure que la réalité de sa situation s'imposait. Tandis que les Kings restants s'évanouissaient dans la matinée comme de la fumée, aucun d'eux ne voulant risquer d'être le prochain. Patterson se tenait figé sur la pelouse, observant toute la confrontation avec l'expression bouche bée d'un homme assistant à l'effondrement du cauchemar de 6 ans de son école en l'espace de 15 minutes. Il a commencé, puis s'est arrêté, puis a réessayé. J'ai demandé une intervention du district pendant 3 ans. 3 ans et rien. Vous vous êtes présenté un matin et c'est parce que vous demandiez aux mauvaises personnes, a dit simplement Jimmy en revenant vers Emily et Tyler. Il s'est accroupi au niveau des yeux du garçon, sa silhouette massive se pliant avec une douceur surprenante. « Fiston, regarde-moi. » Tyler a levé son visage strié de larmes, les yeux grands et incertains. Ce que tu viens de faire a demandé plus de courage que la plupart des hommes adultes avec qui j'ai roulé pendant 30 ans. La voix de Jimmy était plus douce qu'Emily ne l'avait entendue de toute la matinée. Tu comprends ça? Tu t'es levé devant la personne qui t'a fait du mal et t'as dit la vérité quand même. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas rien. C'est la chose la plus courageuse qui soit arrivée dans cette rue aujourd'hui et 180 d'entre nous venons de te regarder le faire. La lèvre inférieure de Tyler a tremblé. Il ne va pas faire de mal à ma sœur maintenant, n'est-ce pas? Il est vraiment parti? Il ne fera de mal à personne, a dit fermement Jimmy. Et je te le promets, fiston. Les gens qui étaient censés être avec lui, te surveillant de loin, ils sont finis aussi. Chacun d'entre eux. Emily a levé les yeux vers Jimmy par-dessus la tête de Tyler. Quelque chose de féroce, de reconnaissant et de submergé, tout entremêlé derrière ses yeux. Jimmy. Ne me remercie pas encore, a dit Jimmy doucement en se relevant. Ses yeux se sont de nouveau tournés vers le bâtiment de l'école, vers les fenêtres toujours bondées d'élèves qui venaient de tout voir en temps réel. Nous n'avons pas fini ici. En moins d'1 heure, la rue s'était entièrement transformée. Du ruban de police délimitait une petite section près de l'entrée principale, plus pour des raisons de procédure que pour un danger réel. Pendant que les officiers prenaient les dépositions de Tyler, d'Emily, du directeur Patterson, qui semblait avoir vieilli de 5 ans en une seule matinée. Les motos n'avaient pas bougé, bien que l'énergie parmi les motards soit passée d'une préparation tendue à quelque chose de plus proche d'une fierté tranquille. Des frères échangeant des conversations à voix basse, quelques-uns enregistrant clairement la scène sur leur propre téléphone, capturant des images qui finiraient par se retrouver dans les bulletins d'information du chapitre et la légende du club pour les années à venir. Emily était assise sur le trottoir à côté de Tyler. Une couverture que quelqu'un avait sortie de quelque part était drapée sur ses épaules, malgré la matinée relativement chaude, plus pour le réconfort que par nécessité. Le garçon avait cessé de pleurer, mais tremblait encore de temps en temps, la chute d'adrénaline le frappant par vagues. « Tu vas t'en sortir », lui a dit Emily pour ce qui semblait être la 10e fois. « Je vais appeler ta mère moi-même et je vais m'assurer que l'école sache exactement quel courage tu as montré aujourd'hui. Est-ce que j'aurai des ennuis pour avoir quitté la classe pendant le confinement? » Emily a presque ri, le son se coinçant quelque part entre l'épuisement et l'incrédulité. « Non, Tyler. Je pense qu'aujourd'hui, de tous les jours, c'est la toute dernière chose dont quelqu'un va s'inquiéter. » Une ombre est tombée sur eux et Emily a levé les yeux pour trouver Jimmy debout là. Big Earl un pas derrière lui. Les deux hommes regardaient Tyler avec une étrange intensité protectrice qu'Emily trouvait étrangement émouvante. « Tyler Brooks », a dit Jimmy comme s'il testait le nom à voix haute, l'engageant de manière permanente dans sa mémoire. « Je veux que tu saches quelque chose. Si jamais tu te sens à nouveau en danger, pas si ça pourrait arriver. Pas peut-être. Si jamais quelqu'un s'approche de toi ou de ta sœur en essayant de finir ce que Marcus Webb a commencé, tu le dis à Mademoiselle Carter, et Mademoiselle Carter me le dit. Tu comprends? » Les yeux de Tyler se sont écarquillés. « Vous le pensez vraiment? Je ne dis jamais des choses que je ne pense pas, fiston. Jamais. » Emily a regardé cet échange, la poitrine douloureuse d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait. Regardant un garçon de 15 ans qui avait passé 1 mois terrifié au silence, expirer enfin comme si un poids s'était vraiment levé de lui. Patterson s'est de nouveau approché, plus calme maintenant, bien que toujours visiblement secoué. « Mademoiselle Carter, Monsieur Henderson, la surintendante est à 15 minutes d'ici. J'imagine qu'elle aura beaucoup de questions. »« J'imagine que oui, » a convenu Jimmy sans inquiétude. « Je ne sais pas comment je suis censé expliquer tout ça d'une manière qui ne semble pas complètement folle. Vous l'expliquez simplement, » a dit Jimmy. « Dites-lui qu'un gang qui terrorisait vos élèves depuis 3 ans vient de voir ses chefs arrêtés pour de multiples chefs d'accusation devant une centaine de témoins, avec 0 violence et 0 coup pour le district. Dites-lui que le manque de sécurité que le budget ne pouvait pas couvrir vient d'être couvert de toute façon.
Il a fait une pause, jetant un coup d'œil à Emily avec quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Dites-lui aussi exactement comment ça a commencé. N'oubliez pas cette partie. Patterson a suivi son regard vers Emily et quelque chose a changé dans l'expression du directeur. Pas tout à fait de la honte, mais proche. La reconnaissance de 6 années passées à dire à une enseignante dévouée que ses préoccupations dépassaient ses compétences. Alors qu'elle continuait de venir quand même, de protéger les enfants quand même, de faire les tâches que personne d'autre ne semblait vouloir faire correctement. Emily, a dit Patterson doucement, je vous dois des excuses. Des excuses attendues depuis longtemps. Emily l'a regardé, trop épuisée émotionnellement pour ressentir la satisfaction qu'elle aurait pu ressentir n'importe quel autre jour. Concentrons-nous simplement sur les enfants, Patterson. Ça a toujours été le but. Des sirènes se sont de nouveau approchées au loin. Pas le hurlement chaotique et paniqué de tout à l'heure, mais quelque chose de plus stable, de plus procédural. Le cortège de la surintendante arrivant enfin pour évaluer une situation qui s'était déjà, incroyablement, résolue d'elle-même. Jimmy s'est de nouveau accroupi à côté de Tyler, baissant la voix pour que seul le garçon et Emily puissent entendre. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, Tyler. Tu peux faire ça? » Tyler a hoché la tête avec empressement. J'ai besoin que tu continues à être exactement aussi courageux que tu l'as été aujourd'hui. Pas pour moi, pas pour le club, pour toi. Tu m'entends? J'essaierai. N'essaye pas. Fais-le. La voix de Jimmy portait la même certitude inébranlable qu'il avait utilisée sur Marcus Webb quelques minutes plus tôt. Sauf que maintenant, elle était enveloppée de quelque chose de plus doux, de presque paternel. Tu as des gens qui te protègent maintenant qui ne te protégeaient pas hier. Ce n'est pas une pression, fiston. C'est une permission. La permission d'arrêter d'avoir peur. Emily a regardé le visage de Tyler changer. Elle a regardé quelque chose se mettre en place derrière ses yeux qui n'étaient pas là 1 heure auparavant. Et elle a senti le poids total de tout ce qui s'était passé depuis 11h40, la veille s'abattre sur elle d'un coup. Un portefeuille oublié, l'instinct d'une enseignante fatiguée pour la décence. Et maintenant, le règne de 3 ans d'un gang entier s'effondrant en une seule matinée chaotique et miraculeuse. Elle a levé les yeux et a trouvé Jimmy qui la regardait, quelque chose de non dit passant entre eux. Et quelque part, derrière ce regard, elle a compris avec une clarté soudaine et complète que ce n'était toujours pas fini. Pas les arrestations, pas le calendrier de surveillance. Quelque chose d'autre arrivait. Quelque chose que Jimmy n'avait clairement pas encore dit. Quelque chose qui a fait que Big Earl a changé de pied et a jeté un coup d'œil à la ligne de moto comme s'il attendait un signal. « Jimmy » a dit Emily lentement. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas? » L'expression de Jimmy s'est adoucie en quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. Ramenons d'abord Tyler à l'intérieur, à sa mère. Ensuite, il y a une dernière chose que le club veut faire. Et Emily, je pense que vous voudrez être là quand nous le ferons. La mère de Tyler est arrivée 20 minutes plus tard. Une femme mince en uniforme de fast-food qui avait clairement quitté son travail en plein milieu dès que l'école l'avait appelée. Et la voir sprinter à travers la pelouse vers son fils, le serrant comme si elle pouvait le replier à l'intérieur de son corps et le garder en sécurité pour toujours, a suffi à faire détourner le regard même à Big Earl et à se racler la gorge. Emily s'est tenue à l'écart et a laissé le moment leur appartenir. La mère de Tyler a tenu le visage de son fils entre ses mains, vérifiant le bleu, vérifiant ses yeux, posant question après question d'une voix craquant de soulagement et de fureur à part égale. Quand elle a finalement levé les yeux et a vu Jimmy debout à proximité, elle s'est figée. « C'est vous qui? » Elle n'a pas fini la phrase, ne semblant pas savoir comment. « Madame, votre fils est la personne la plus courageuse de cette rue aujourd'hui, » a dit Jimmy doucement. « Pas moi, lui. » Elle a traversé l'herbe en 3 pas rapides, et avant que Jimmy ne puisse réagir, elle a jeté ses bras autour de sa taille. Sa tête atteignait à peine sa poitrine, sanglotant dans son gilet en cuir comme s'il était la seule chose solide restante dans un monde qui avait failli lui enlever la sécurité de son enfant. Jimmy est resté raide une seconde, clairement peu habitué à ce genre de gratitude, avant que ses bras ne se lèvent lentement et qu'il lui tapote le dos avec une douceur surprenante. « Il est en sécurité maintenant, » a dit Jimmy. « Je vous le promets. » Emily a regardé, la gorge serrée, et a senti Patterson venir se tenir à côté d'elle. « Je ne pense pas avoir jamais vu quelque chose comme ça de toute ma carrière, » a-t-il admis doucement. « Moi non plus, » a dit Emily. « Et je suis ici depuis 6 ans. » La surintendante est arrivée peu de temps après. Une femme au regard perçant nommée Dr. Reyes qui a jeté un coup d'œil à la scène. Des motos, du ruban de police, une mère en larmes et 180 motards debout dans un silence discipliné. Et elle a exigé un briefing complet avant de dire un seul mot à la presse qui se rassemblait déjà au bord de la rue. Patterson l'a guidée du mieux qu'il pouvait, trébuchant sur l'étrangeté de sa propre histoire même en la racontant. Et l'expression du Dr. Reyes est passée de l'incrédulité à quelque chose de plus compliqué à mesure que les pièces se mettaient en place. Au moment où il a terminé, elle regardait Emily avec une intensité qui a donné à l'enseignante l'envie de disparaître dans le trottoir. « C'est vous qui avez payé son repas », a dit lentement le Dr. Reyes. « Je ne savais pas qui il était », a dit immédiatement Emily. « Je veux être claire à ce sujet. Je n'essayais pas de commencer quoi que ce soit. Je sais. » La voix du Dr. Reyes s'est adoucie de manière inattendue. « Mademoiselle Carter, j'ai assisté à 3 réunions budgétaires cette année où le financement de la sécurité pour cette école a été réduit parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. J'ai lu vos emails. Tous. Je veux que vous le sachiez. » Emily a cligné des yeux. « Vous les avez lus? Tous? » Le Dr. Reyes a jeté un coup d'œil à Jimmy, aux motos,
à toute la scène impossible qui se déroulait un mardi matin qui allait déjà être racontée de 1000 manières différentes par 1000 élèves différents avant la fin de la journée. Je n'ai juste jamais eu de réponse pour vous. Apparemment, l'univers en a trouvé une sans moi. Ce n'était pas l'univers, a dit Jimmy en s'approchant, tendant la main. C'était Emily. Le reste, ce sont juste les intérêts sur une dette. Le Dr. Reyes lui a serré la main lentement, le jaugeant avec la prudence exercée de quelqu'un qui a passé sa carrière à naviguer avec des hommes difficiles dans des pièces difficiles. Monsieur Henderson, j'apprécie ce que c'est, vraiment, mais je ne peux pas avoir de groupe non autorisé patrouillant sur la propriété de l'école. Il y a des problèmes de responsabilité, des problèmes juridiques. Nous ne mettrons pas un pied sur la propriété de l'école, a dit Jimmy calmement. Trottoir public, rue publique, rien de plus. Comme n'importe quelle surveillance de quartier. Vous voulez appeler vos avocats et vérifier que nous sommes dans notre droit. Allez-y, j'attendrai. Le Dr. Reyes l'a étudié un long moment, puis a expiré, une partie de la rigidité quittant ses épaules. J'ai le sentiment que vous combattre sur ce point serait une bataille perdue d'avance. Vous auriez raison. Alors je suppose, a-t-elle dit lentement, que le district devra simplement exprimer sa gratitude pour la vigilance accrue de la communauté. Un petit sourire fatigué a traversé son visage. Officieusement, Monsieur Henderson, merci. Officiellement, je n'ai jamais dit ça. En début d'après-midi, la police avait terminé ses dépositions. La presse avait obtenu ces images de motos alignées devant un lycée sous un titre qui se lirait très différemment le lendemain matin. Et la formation de motos a finalement commencé à se disperser. Des frères remontant sur leur machine par 2 ou 3, les moteurs toussant à la vie les uns après les autres. Emily se tenait près des marches d'entrée avec Jimmy, regardant le lent exode. Elle ressentait quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir après une matinée qui avait commencé dans la terreur. Une étrange paix creuse, le calme qui vient après qu'une tempête soit enfin passée et ait laissé l'air pur. C'est le moment où vous me dites que c'était sympa de me connaître et que vous partez vers le soleil couchant, a dit Emily, à moitié en plaisantant. Pas tout à fait. Jimmy a sorti de son gilet une épaisse enveloppe usée au coin, clairement manipulée par de nombreuses mains. Pendant la nuit, il la lui a tendue. C'est de la part du club, de nous tous. Chaque chapitre qui est venu ce matin a participé. Emily l'a prise avec précaution, sentant son poids avant même d'ouvrir le rabat. Ses doigts se sont engourdis quand elle a vu les liasses de billets à l'intérieur. Plus d'argent qu'elle n'en avait jamais tenu dans ses mains en même temps. Jimmy, je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est? 42 000 $, a-t-il dit simplement, pour l'école. Pas pour vous personnellement, à moins que vous ne vouliez une part pour vous, ce que, franchement, vous avez mérité 10 fois. Mais le club a voté. Nous voulons que ça aille à ce dont cet endroit a vraiment besoin. Des caméras de sécurité, des programmes après l'école, des livres. Tout ce qui empêchera un autre Tyler Brooks de se retrouver seul dans un couloir sans personne pour le protéger. Emily a regardé l'enveloppe, puis Jimmy, les yeux brûlants. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. La voix de Jimmy était devenue rauque, plus calme qu'elle ne l'avait entendue de toute la journée. Utilisez-le pour les enfants. C'est le seul paiement qui compte pour moi. Patterson, qui s'était approché assez pour entendre, est redevenu pâle. 42 000 $, a-t-il répété faiblement. Comprenez-vous ce que cela pourrait faire pour l'école? Des caméras à chaque entrée. Un vrai poste de sécurité entièrement financé. La mère de Tyler pourrait aussi avoir besoin d'aide. Si elle en a besoin, nous pourrions. C'est exactement le genre de pensée que j'espérais, a dit Jimmy, un léger sourire perçant enfin. Utilisez-le judicieusement. Nous surveillerons pour nous assurer que vous le faites. Une vague de rire nerveux est passée entre Patterson et Emily. Le premier moment vraiment léger que l'un ou l'autre avait ressenti de toute la journée. Alors que les dernières motos se préparaient à partir, Emily s'est retrouvée à accompagner Jimmy jusqu'à sa moto. Aucun d'eux n'était tout à fait prêt à mettre fin à la conversation. Tous deux conscients que ce qui avait commencé par un portefeuille oublié était devenu quelque chose pour lequel aucun d'eux n'avait encore vraiment de mots. « Je peux vous demander quelque chose? » a dit Emily. « Allez-y. Pourquoi moi? Vraiment? Vous auriez pu simplement me rembourser. 20 $, une carte de remerciement. Quelque chose de simple. Pourquoi tout ça? » Jimmy a réfléchi à la question un long moment, sa main posée sur le guidon de sa moto, ses yeux lointains comme s'il triait 30 ans de souvenirs pour trouver la bonne réponse. Parce que le monde est plein de gens qui laissent quelque chose de mal se produire juste devant eux tant que ça ne leur coûte rien, a-t-il dit finalement. Je l'ai vu toute ma vie. De bonnes personnes qui restent là pendant que quelqu'un se fait blesser, se disant que ce ne sont pas leurs affaires, que ça dépasse leurs compétences, que c'est le problème de quelqu'un d'autre. Ses yeux ont rencontré les siens, stables et certains. Vous n'avez pas fait ça, pas la nuit dernière. Et d'après ce que j'ai appris sur vous, jamais. Ça vaut plus que ce que 20 $ pourrait jamais couvrir. Emily a senti sa gorge se serrer à nouveau. J'ai juste fait ce qui me semblait juste. C'est exactement mon point. Jimmy a passé sa jambe par-dessus la moto, le moteur grondant à la vie sous lui. La plupart des gens ne le font pas, Emily. La plupart des gens se trouvent des excuses. Vous n'avez même pas hésité. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Avec l'école, je veux dire. Le calendrier de surveillance, tout ça. Maintenant,
Vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, a dit Jimmy. Enseigner à ses enfants, vous tenir entre eux et les ennuis quand ils arrivent. Sauf que maintenant, vous avez des gens derrière vous qui s'assurent que les ennuis y réfléchissent à 2 fois avant de venir chercher. Big Earl s'est arrêté à côté d'eux, moteur au ralenti. Patron, on est prêt à partir quand tu le seras. Jimmy a hoché la tête, puis a regardé Emily une dernière fois. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, et je veux dire quoi que ce soit, Emily Carter, vous demandez les Hells Angels. Ils me trouveront. Une dette comme celle-ci n'expire pas. Je ne sais même pas comment vous remercier pour ça. Vous l'avez déjà fait, a dit Jimmy. Il y a 18,50 $. Tout ce qui a suivi, c'était juste nous qui rattrapions notre retard. Il a baissé ses lunettes de soleil, lui a fait un dernier signe de tête et a fait vrombir le moteur. Autour d'eux, le reste de la formation a pris vie en une vague. Moteur après moteur rugissant à la vie, jusqu'à ce que toute la rue gronde du son de 180 motos se préparant à partir aussi soudainement qu'elles étaient arrivées. Emily est restée sur le trottoir et les a regardées partir. Elle a regardé Jimmy Henderson mener ses frères dans la rue et au coin, le son s'estompant lentement dans la distance. Jusqu'à ce que le lycée Roosevelt soit plongé dans quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis 3 longues années. Un silence qui ne semblait pas dangereux. Un silence qui, pour la première fois, ressemblait à la paix. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées comme quelque chose sorti d'un rêve dont Emily attendait toujours de se réveiller. Fidèle à la parole du Dr Reyes, le district a accéléré les mises à niveau de sécurité en utilisant le don du club. Des caméras à chaque entrée en 10 jours. Un nouvel agent de sécurité à temps plein embauché à la fin du mois. Un programme de tutorat après l'école lancé avec les fonds restants, auquel Tyler Brooks a été l'un des premiers à s'inscrire. Les East Side Kings, privés de leur direction après l'arrestation de Marcus Webb et la cascade d'accusations qui a suivi une fois que les enquêteurs ont commencé à tirer les fils, se sont simplement évaporés des couloirs du lycée Roosevelt. Quelques retardataires ont essayé de maintenir une présence la première semaine, pour se retrouver tranquillement et constamment dissuadés par la rotation régulière d'hommes en gilet de cuir qui apparaissaient sur les trottoirs devant l'école, matin et après-midi, exactement comme promis. Jamais menaçant, jamais conflictuel, simplement présent. Tyler Brooks marchait différemment dans les couloirs après ça. Emily l'a remarqué dès la première semaine. La façon dont ses épaules se redressaient au lieu de se courber. La façon dont il a recommencé à lever la main en classe. La légèreté particulière qui revient sur le visage d'un enfant lorsque la peur cesse enfin d'y vivre à plein temps. J'ai eu un A à mon devoir d'histoire, lui a-t-il dit fièrement un après-midi, 3 semaines après le matin qui a tout changé. J'ai vu, a dit Emily en souriant. Tu as enfin compris la thèse. J'avais un bon professeur. Tyler a hésité, puis a ajouté. Et je n'ai plus peur en rentrant à la maison. Ma mère dit que c'est grâce à vous. Grâce à ce que vous avez fait dans ce restaurant. Emily a senti une douleur familière monter dans sa poitrine. Celle qui venait chaque fois que quelqu'un essayait de lui attribuer le mérite de quelque chose qui avait grandi bien au-delà de son simple acte de décence initiale. Ce n'était pas que moi, Tyler. C'était toi aussi. C'est toi qui as été assez courageux pour dire la vérité. Je n'aurais pas été assez courageux sans savoir que quelqu'un me soutenait. Emily n'avait pas de réponse à cela. Elle a juste hoché la tête, l'a regardé partir vers son prochain cours avec une confiance qui n'existait pas en lui 1 mois plus tôt. Et elle a ressenti, pas pour la première fois, le poids étrange et humble d'avoir commencé quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu prédire. Patterson a changé aussi, d'une manière qu'Emily n'avait pas prévue. L'homme qui lui avait autrefois dit que ses préoccupations dépassaient ses compétences est devenu presque du jour au lendemain le plus grand défenseur de l'école pour des ressources supplémentaires. Il a poussé le district à augmenter de manière permanente le financement, citant la transformation du lycée Roosevelt comme preuve que l'intervention fonctionnait lorsque les gens s'y engageaient vraiment. J'aurais dû vous écouter il y a des années, lui a-t-il dit un soir. Tous deux restant tard pour corriger le genre de paperasse qui ne semblait jamais finir. J'ai laissé l'excuse du budget devenir un mur derrière lequel je me cachais au lieu de quelque chose contre lequel je me battais vraiment. Vous vous battez maintenant, a dit Emily. C'est ce qui compte. Il n'aurait pas fallu 180 motos pour me faire le faire. Emily s'est permis un petit sourire fatigué. Non, il n'aurait pas fallu. Mais c'est arrivé, et les enfants sont plus en sécurité grâce à ça. Je prends la victoire. Emily n'a jamais revu Jimmy en personne après ce matin-là, bien qu'elle ait eu de ses nouvelles exactement une fois, 3 mois plus tard, sous la forme d'une note manuscrite livrée par un jeune prospect qu'elle ne reconnaissait pas. Il la lui a tendue sans un mot devant les portes de l'école et est reparti avant même qu'elle ne puisse le remercier. La note était courte, écrite d'une écriture franche et soignée qui correspondait parfaitement à l'homme. J'ai entendu dire que l'école va mieux. J'ai entendu dire que Tyler est au tableau d'honneur. Bonne dette payée, mais la surveillance ne s'arrête jamais. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où nous trouver. Jimmy. Emily a gardé la note pliée dans le tiroir de son bureau, à côté de la feuille de calendrier usée de ce premier matin impossible. Un petit rappel permanent que la gentillesse, même la plus petite, celle qui coûte 18,50 $ et prend 30 secondes à offrir, pouvait se propager de manière que personne ne pourrait jamais prédire. Certains matins, en arrivant sur le parking de l'école avant que le soleil ne soit complètement levé, Emily apercevait une seule moto garée de l'autre côté de la rue. Moteur silencieux, le moteur immobile, observant le bâtiment avec la même attention patiente que Jimmy avait montré ce tout premier jour. Elle n'a jamais appris tous leurs noms. Elle n'en a jamais eu besoin.
La présence seule était une promesse silencieuse, suffisante, tenue jour après jour, longtemps après que les caméras et les gros titres soient passés à d'autres histoires. Le lycée Roosevelt est lentement devenu quelque chose qu'Emily avait cessé de croire qu'il pourrait redevenir. Des couloirs où les enfants marchaient sans sursauter. Des enseignants qui restaient tard sans craindre qu'ils pourraient les attendre dehors. Un bâtiment qui avait passé 3 ans à survivre et qui commençait enfin, prudemment, à prospérer. Et chaque fois qu'Emily Carter repensait à la nuit qui avait tout commencé, elle n'y a jamais pensé comme à un acte d'héroïsme. Elle y pensait de la seule manière qu'elle ait jamais eue. Comme le choix le plus simple, le plus évident du monde. Un homme avait besoin d'aide. Elle avait les moyens de la lui donner. Rien de tout cela ne nécessitait de courage dans son esprit, seulement de la décence. Mais Jimmy Henderson avait su quelque chose qu'Emily n'avait pas pleinement compris cette nuit-là, dans le restaurant. Que la décence, la vraie, celle qui ne demande rien en retour, est rare et plus puissante que presque tout le reste dans ce monde. C'est le genre de bonté tranquille et banale qui, lorsqu'on y répond correctement, peut convoquer 180 motos à la porte d'une école. Peut faire tomber un gang qui a terrorisé des enfants pendant 3 ans. Peut transformer un garçon effrayé et réduit au silence en quelqu'un d'assez courageux pour dire la vérité devant des étrangers. Et peut rappeler à toute une communauté, d'un seul coup, que la gentillesse offerte sans condition ne reste jamais vraiment sans réponse. Emily Carter a continué à enseigner. Elle a continué à corriger des copies tard dans la nuit dans la même banquette du coin du Pop's Diner, où Donna lui apportait toujours son café sans qu'on le lui demande et ne l'a plus jamais laissé payer pour une recharge. Elle a continué à se tenir entre ses élèves et les ennuis qui se présentaient, parce que c'était simplement qui elle était et qui elle avait toujours été. Mais elle ne s'est plus jamais sentie seule. Et quelque part sur la route, 180 frères portaient avec eux le souvenir du matin où ils avaient roulé pour une dette que l'argent ne pourrait jamais rembourser. Une preuve gravée de manière permanente dans la légende de leur club.